Eh bien, le bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Main Opposée, la radio des gardiens. Ce soir, comme vous l'avez vu, on va débriefer le match Lille-Chelsea et on en profitera pour débriefer les autres gardiens des huitièmes de finale. Et avec moi ce soir, 3 personnes et on commence évidemment par le patron, le boss, Benoît Tissier. Salut à toi Benoît. Salut Renaud, salut à tous. Ravi de vous retrouver pour cette soirée à nouveau. Eh bien ouais. Et ensuite, on accueille donc son grand retour. Vous l'avez vu quelques fois sur Radio Opposé, mais ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Maël Russo, bienvenue à toi. Salut tout le monde. Salut Renaud, salut Benoît, salut le chat. Salut à toi. Et on accueille, il n'était pas sûr de venir, il est en direct de la Pologne, mesdames et messieurs. Oui, vous avez bien entendu. Youssef est avec nous ce soir, incroyable. Salut à tous, salut. Petit duplex en envoyé spécial pour regarder le championnat polonais, bien sûr. Oui, évidemment. Une qualité un peu plus piètre, malheureusement, mais j'essaierai de pallier ça par une analyse des plus belles d'aujourd'hui. Piètre 7 au niveau de la qualité, non? Exactement. On l'a tous dans C'est le chat, cadeau. elle était Les technique. les jeux de mots sont déjà lancés, c'est incroyable. Chaque jeu de mots, c'est un Euh, abonné, bien sûr. C'est parti. et on commence. Alors, on va commencer déjà par un petit rappel des scores, même si certains d'entre vous peut-être les connaissent déjà, mais ça fait pas de mal, hein. Voilà. Donc là, comme on l'a vu, ou si vous ne l'avez pas vu en tout cas, Chelsea a battu Lille 2-1. Et donc du coup, c'est une qualification pour Chelsea. Villarreal a battu la Juventus de Turin 3-0 chez elle, rien de rien. Hier soir, pour ceux qui l'ont vu, l'Atlético a gagné 1-0 contre Manchester United. Voilà, donc effectivement, encore une sacrée performance défensive. Et on va, du coup, on va tout simplement, on va commencer par le match qui nous intéresse, donc ce Lille-Chelsea. Et on va, je pense qu'on va aborder le match de Jardim. Youssef, du coup, si tu veux commencer. Ouais. Un match qui a été plutôt tranquille, je pense en résumé, parce que finalement les buts de Chelsea interviennent sur deux sur des trois seules actions. Donc à part les deux buts, on a surtout une jolie sortie en croix en fin de match. Qu'on pourra relever tout à l'heure. Je pense que je pense que le premier but, c'est là où on va s'attarder le plus, parce que c'est un peu le tournant de ce match. Je rappelle le scénario, penalty pour Lille autour de la 30e, si je ne m'abuse. Transformé, et juste avant la mi-temps, dans le temps additionnel, donc à la 47e, un but qui vient un peu de nulle part sur une passe un peu lumineuse et un marquage plus qu'aléatoire de la défense lilloise. Et c'est Pulisic qui vient croiser sa frappe petit filet à l'angle des 6 mètres. Donc un but qu'on aura, du coup, je pense, l'occasion de décortiquer, parce que je pense qu'il y a à dire déjà sur le comportement de la défense lilloise, mais principalement aussi sur Jardim, qui peut sûrement faire mieux sur cette action, à mon avis en tout cas. Effectivement. Du coup, est-ce que Maël, tu voulais ajouter quelque chose à ce qu'a dit Youssef? Bon, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Youssef sur le match de Jardim, c'est-à-dire très très tranquille au final, mais presque comme au match aller au final avec très peu d'occasions de part et d'autre. C'est pareil, c'est très calme pour Mendy. On n'a pas vu beaucoup d'arrêts ce soir, en tout cas du côté de Pierre Mauroy, parce on y reviendra au Juventus Stadium. Il y a eu quelques arrêts. Mais ouais, pas beaucoup d'arrêts ce soir au stade Pierre-Mauroy. Le but de Pulisic qui arrive sur une occasion à 0,09 de XG. Je sais pas si vous êtes, si tout Ouais, le monde est l'expected goals. familier ici avec les expected goals, mais ça veut dire que voilà, d'où il la frappe, il y a très peu de chance. Et malheureusement, Jardim n'est pas irréprochable là-dessus. On reviendra aussi sur le deuxième but d'Aspilicueta qui
qui met fin vraiment à tous les rêves lillois. Là-dessus, c'est compliqué de blâmer Jardim. Il faut aussi parler de ce que fait Azpilicueta avec son genou. Je sais pas s'il avait prévu de faire ça, mais en tout cas, la Ouais, ça placer va, à du poteau comme ça, en arrivant au deuxième poteau, c'est très très grave. Ah bah oui, Aïe. là c'est quand même c'est quand même assez improbable, on va dire quoi. Comme S'il a frappe. fait exprès, faut le mettre en neuf. Hein. Oui, voilà. Ah, Changement de poste tout de suite. C'est ça. Effectivement. Du coup, est-ce que Benoît, toi, tu voulais ajouter quelque chose aussi ou Bah, sur en ce fait, moi, match je vais revenir un peu sur le contexte en fait du penalty, parce que Youssef parle de la 37e, mais en fait, il commence bien plus tôt ce péno. Il commence dès la 35e, si je dis pas de bêtises. Tant que je vérifie dans mes. C'est ça, non, il commence dès la 32e même. Puisque, en fait, on a la sortie d'Eriksson sur blessure. Et là, qui c'est qui rentre? C'est Chalobah. Chalobah, on le connaît. Il était à Lorient. Il est arrivé cet été à Chelsea. Et en fait, sa première action, c'est une action défensive. Il se fait déborder. Il prend un petit pont. Il fait faute à l'entrée de la surface sur le côté. Mini corner. Mini corner. On a un centre. Mendy qui sort dans le paquet, qui peut juste la dévier avec la paume de la main, si je ne me trompe pas, du bout des doigts. Ça revient quand même dans l'axe derrière. Et à la sortie, on a un penalty décidé par la VAR pour une main de Jorginho. Donc c'est quand même assez sympa. C'est ce qu'on disait en off, à savoir que c'était quand même l'entrée en jeu la moins décisive de l'histoire du foot en Ligue des Champions, je crois. Mais heureusement, à la fin pour Chelsea, ça n'a pas été problématique, si je puis dire. Mais c'est là que je rejoins après ce qui a été dit par Youssef, par Maël. C'est un match où on a eu très peu d'occasions au niveau de travail pour les gardiens, avec des buts mine de rien qui vont laisser à débattre. Parce que effectivement, sur le deuxième but, notamment, on peut se poser sur le premier but, on peut se poser des questions concernant Jardim, mais sur le deuxième, moi, c'est plutôt concernant le Weah que je me pose des questions. Oui. Qui lâche totalement son marquage. Donc effectivement, il y a de quoi dire. Et bon, et sur le premier but, donc si on lance un peu la guerre hein, sur ce but. Donc effectivement, Pulisic, il est décalé, mais il n'est pas décalé, il n'est pas au coin des 6 mètres, il est un peu plus loin. Il est à 10 mètres à l'arrivée du but, et le ballon que met Jorginho extérieur, il est magnifique dans l'espace. Et donc après, on a cette frappe qui est croisée, mais ce qu'il faut bien noter, et je ne sais pas si les expected goals, ils prennent ça en compte, c'est le tacle de Botman. Parce que si on regarde bien, Botman, il tacle pile au moment de la frappe, et possiblement, je ne suis pas à la place de Jardim, mais possiblement, ça a pu le troubler d'un point de vue cognitif, puisque à ce moment-là, on peut penser que le ballon est contré, et le temps après de se réveiller, parce que le ballon continue, il n'est pas touché, et bien ça y est, c'est trop tard, on est battu dans son geste, on n'est plus dans le rythme de l'action, et on ne peut plus que constater les dégâts, et pas de bol, le ballon finit petit filet derrière le poteau. Mais voilà, je ne sais pas, toi, Renaud, ce que tu as pensé de cette action, éventuellement du placement, de l'orientation aussi de Jardim, qui nous a amené à débattre un petit peu avant le live. Je ne sais pas si tu voulais en dire quelque chose. Ouais, bah, j'ai pas mal hésité en fait sur cette action parce que si comme moi vous l'avez suivi sur Canal+, vous avez un Rudy Garcia qui a tout de suite été très véhément, qui a dit que c'était une erreur de placement, qui était trop près de son premier poteau. Je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Alors déjà, on va dire sans être mauvaise langue, j'ai tendance à me méfier de ce qui est dit généralement sur les gardiens parce qu'on sait que c'est pas toujours très précis. Donc je me suis dit bon, allez, je les regarde plusieurs fois et j'ai pas vraiment eu cette sensation de mauvais passement. J'ai l'impression que la frappe est juste très 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 bien placée. Voilà. En regardant d'autres images et d'autres angles, j'ai eu plus la sensation qu'il était peut-être un poil trop avancé devant par rapport à son premier poteau. Moi, c'est ça qui m'a un peu gêné, qui lui réduit un petit peu son temps de réaction. Et surtout, ce qu'on voit sur cette image, c'est qu'à mon avis, il est surtout un peu dans une reprise d'appui au moment de la frappe. Et je pense que c'est un mélange de tout ça
qui fait que du coup, il n'arrive pas à intervenir alors que potentiellement, il aurait pu tenter un effacement de la jambe. Il y avait quelque chose à faire. Après, c'est vrai que Benoît a raison en disant que le tacle peut aussi perturber effectivement les repères et donc il y a un risque de se dire mais ça peut être contré, ça là, peut revenir premier poteau, voilà. Parce que là, si tu prends cette image, oubliez le match, oubliez que vous connaissez la suite de l'action. On vous montre cette image, on vous dit, est-ce que le ballon y passe ou est-ce qu'il est contré par le tacle? Est-ce que vous êtes dans la capacité de répondre avec une certitude absolue? Moi, perso, si je vois juste cette image, j'ai même plutôt tendance à penser que ça va être un centre contré par le tacle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, Donc, c'est cette sûr, perturbation qui est créée en fait par le tacle, c'est bien de la part de Botman de vouloir défendre et de vouloir revenir et d'empêcher Pulisic de frapper. C'est une bonne chose, je suis pas en train de dire le contraire. Mais malheureusement, ça crée, j'ai le sentiment, moi, ce trouble cognitif qui perturbe Jardim, qui s'ajoute à tout ce qui a déjà été dit. Et malheureusement, en plus, ça arrive vraiment au mauvais moment. 45e plus 3, c'est dur pour Lille qui avait déjà fait la moitié du chemin. Donc ouais, qui avait fait le plus dur, surtout ouvrir le score contre Chelsea, qui est une des meilleures défenses quand même d'Europe. C'est quelque chose et vraiment moi là où je rejoins vraiment ce que tu dis Benoît, c'est que c'est sûr que le tacle gêne cognitivement et c'est vraiment un mélange de circonstances qui vient un peu malheureusement gêner Jardim. Par contre moi ce que je vois en ayant revu le but aussi, c'est en plus de cette reprise d'appui, en fait la première fois que j'ai vu le but, ce que je me suis demandé c'est même si il efface pas, j'ai l'impression que même si vous voyez, enfin même s'il tend la jambe en fait, il peut limite la toucher. Il est plutôt bien placé quand même en termes de placement. Il est peut-être un peu avancé, mais ça reste quand même assez léger. Il est bas sur ses appuis à ce moment-là. Oui, voilà. Alors ça va être très intéressant ce que dit FC Buffon. Il est très très bien placé à ce moment-là. Il est vraiment bas sur les appuis parce qu'il sait que le plus gros danger c'est une frappe à ras de terre qui va sûrement arriver soit croisé, soit premier poteau, qui sont vraiment les plus durs dans ces cas-là, surtout qu'il est assez proche. Donc il est très bas sur ses appuis pour pouvoir réagir à ça, ce que je comprends et ce que j'entends totalement. Et en fait, il y a la reprise d'appui, donc qui vient totalement perturber. En même temps de cette reprise d'appui, il y a vraiment ce tac qui vient gêner. Et si vous regardez la totalité du but, en fait, une fois que la balle est partie, il est vraiment un peu en arrière. Ça se voit encore plus par son comportement quand la balle est passée. Vous savez, parfois vous êtes vous êtes en arrière et il y a la balle qui passe et vous la voyez passer. Et en fait, vu qu'on est en arrière, on n'a pas la poussée pour aller chercher. Et en plus de ça, on recule en fait parce qu'on subit le poids de notre propre corps. Je sais pas si vous voyez ça. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe sur la suite de cette action. Là, tu la vois passer, t'es impuissant, tu sens que tu peux pas pousser et que c'est parce que t'es un peu trop sur l'arrière et que là tu te dis Absolument. Et il fait vraiment 3-4 pas en arrière vers l'arrière comme s'il voit la balle passer et il sent que du coup il est un peu vers l'arrière vu qu'il est en pleine reprise d'appui et qu'il la termine pas bien et qu'en plus il est gêné par ce tacle qui vient du coup gêner sa visibilité et cognitivement comme tu dis Benoît. Et c'est meurtrier parce que honnêtement s'il est sur ses appuis, moi je suis convaincu que même s'il tend la jambe, même s'il efface pas, s'il tend la jambe, il peut la sortir quoi. Enfin, c'est quand même un beau gabarit, Jardim, ça. Oui, c'est sûr. Ouais, mais je me suis dit la même chose que toi au niveau de balancer la jambe. Moi, la première chose que je me dis quand je vois l'action, c'est pourquoi ces deux jambes elles restent droites et ils tentent pas, je ne sais pas, une sorte de croix en mettant le genou, c'est son genou gauche à terre et en balançant la jambe droite. Après, c'est comme dit Benoît, s'il fait ça, il se livre un peu du coup plus vers l'extérieur et si le ballon il est contré, il peut passer au-dessus de son genou, quoi. Son genou qui est posé est plus dur de mettre la main après. C'est une situation complexe et ça montre bien qu'il est pas l'unique responsable et que c'est pas si simple à arrêter, surtout là où elle termine. Elle est bien croisée, c'est sûr. Elle est bien croisée. C'est super dur pour Lille à ce moment-là parce que t'es dans la 3e minute de temps additionnel. Quand tu fais l'engagement, l'arbitre siffle direct. Ouais. C'est vraiment l'action sur laquelle il fallait pas craquer et pas laisser d'espace. Et puis malheureusement, tu la sors, ça montre vraiment que
t'es capable de résister quand même à 2-3 assauts, quoi. Ça change pas mal ça change pas mal la physionomie du match. Parce que là, ce que faut se remettre aussi dans le contexte du match, c'est la première frappe de Chelsea, si je ne m'abuse. C'est la première action de Chelsea. C'est ça. C'est ce que j'allais dire, ouais, tout à fait. Première frappe cadrée, en tout cas, ça c'est sûr. Je crois qu'il y a peut-être une qui s'envole en première mi-temps, je suis pas sûr. C'est la première vraie intervention qu'il a menée. C'est ça. La première intervention défensive, j'entends, qu'il a menée. Ah, c'est sûr. C'est sûr, et ça fait très très mal. Et puis en plus, c'est vraiment, encore une fois, il y a cette reprise d'appui que je comprends pas, parce qu'il a vraiment la bonne attitude dès le début, quoi. Juste sur l'image d'avant, du coup, cette reprise d'appui, il a vraiment l'attitude avec les bras qui sont proches du sol pour aller chercher au cas où il y a un centre dévié, où il peut effacer rapidement. On comprend qu'avec son grand gabarit, ça peut être intéressant d'être proche du sol aussi, c'est compréhensible, sachant que c'est le plus gros danger, c'est frappes au sol, etc. Enfin, il y a vraiment une bonne attitude qui est cassée par cette reprise d'appui et par ce point en arrière qui est vraiment flagrant sur ses pas de recul juste derrière la frappe, quoi. Salut Sweden, merci. Le fixe bien, du coup. Hein. Pardon ? Je pense que Pulisic le fixe bien, du coup, et attend le dernier moment, cette reprise d'appui et ce quart de seconde où il y a l'opportunité pour la mettre. Je fais une petite parenthèse. Coucou Sweden, merci à toi, merci d'être là. Et ravi que ces débriefs te plaisent. Et reste avec nous, on n'a pas fini, et puis il y en aura d'autres après. Hein. Alors Buffon, ce que lui reproche son entraîneur révèle, c'est qu'il a un côté un peu lisse avec un manque d'agressivité que l'on retrouve un peu sur l'action. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, c'est sûr que si tu regardes les deux buts, t'as vraiment l'impression qu'il n'y a pas eu que ces réactions, il s'est pas passé grand chose, quoi. Ouais. Tu sens pas Thibaut Courtois dans les buts. Tu sens pas une énorme présence, etc. Tu sens que c'est un gardien qui est encore jeune. Enfin, il a 26 ans. C'est un gardien qui est pas. Je vais pas dire que c'est pas un gardien qui a pas encore explosé, mais tu sens qu'il a pas encore atteint sa plénitude. Tu sens qu'il a encore. Voilà. Après, moi, deuxième match en Ligue des Champions. Hein. C'est ça, voilà ce que j'allais dire. C'est pas non plus sa cour habituelle, quoi. Voilà. Et après, il faut aussi remettre dans le contexte. Enfin, si on prend sur ces actions-là particulièrement, il y a aussi des actions où ça paraît très très difficile. Moi, je trouve que le deuxième but, ça me paraît quasiment impossible d'intervenir. Voilà, donc il faut pas attention de pas tirer de conclusions décoratives sur deux actions en Ligue des Champions. Mais c'est sûr que il y a d'autres gardiens qu'on aurait vu tenter quelque chose, même si ça serait quand même rentré, il y aurait eu voilà. Mais si c'est, moi je te l'ai dit, hein, si c'est Casillas, il l'a ça. Avec ces petites patouches, je sais pas. C'est dit avec une objectivité incroyable. Hein, j'en profite parce qu'il y a Maël et que Maël aime beaucoup Séville et que Séville connaît très très bien les miracles de Saint-Nicaire. Oui, c'est vrai. C'est ça. Et toi aussi, tu les connais par cœur. Oh, oui. Ton objectivité quand tu parles de Casillas, c'est incroyable. Mais redébriefons ces buts. On fera un live spécial miracle de Casillas, on les réalisera tous. Ouais. Je pense que je serai objectif. C'est une super idée, en vrai. C'est une putain de... Ah, pardon. Oups. Salut la mangouste. Alors, question, c'est est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on a spécialement à dire sur le match de Mendy maintenant? Il y a quand même une chose sur le match de Jardim. En toute fin de match, dans les arrêts de jeu, on a une superbe sortie en croix. Totalement. C'est vrai. Il y a une petite relance hasardeuse aussi je crois que c'est vers la 70e. Oui, aussi, oui. Petite relance hasardeuse, mais bon, il est pas aidé par la... Il y a cette sortie en croix dans les arrêts de jeu. Ouais, elle est très très belle, ouais. Et elle repart donc côté vers la touche. Et il y a un centre juste derrière. Et là, boum, sortie aérienne, nickel. Ouais, il s'est pas affolé suite à son arrêt. Il aurait pu être un peu pulsé, si je puis dire, par son arrêt, un peu excité. Et j'en sais rien de pas sortir. Ça aurait été quand même compliqué qu'il sorte pas, mais peut-être dégagé au point, un petit peu dans l'excitation de l'arrêt qu'il vient de faire. Non, boum, il a fait son arrêt, il a switché. Hop, il avait défendu avec la sortie en croix. Il est allé chercher le ballon. Il a fait sa relance dans la foulée, qui est nickel. Et ça, c'est à souligner parce que c'est quand même quelque chose de très positif dans son match.
Et j'ai envie de dire tant mieux pour lui parce que, comme on l'a dit, le deuxième but, c'est cruel. Merci Wea. Mais bon, il est jeune lui aussi, c'est l'apprentissage du très haut niveau. Et le premier but, il est pas facile non plus, quoi. C'est pas Après, facile. il y a un gros réalisme aussi du côté de Chelsea. Je pense que c'est à noter aussi un réalisme qu'il n'y a pas, et il n'y a pas la même expérience aussi du côté de Lille, forcément. Il y a un gros réalisme chez Chelsea qui concrétise cette occasion. Et même quand tu vois Spilicueta qui la met du genou, alors que la tête en première période, c'est Botman, si je ne m'abuse, la tête sur le poteau. Botman Oui, ou je CK? crois. GK, ouais, je crois que c'est GK. Ouais. Non, c'est Cheka et c'est Botman Ouais, qui est juste devant. Et en fait, ça. Mendy, dans le but, il se dit lequel va la prendre, Ah ouais, lequel va couper le ballon. Parce qu'il y a cette la- difficulté-là en plus. Et donc, en fait, ça se décide à la dernière seconde. Et il lui reste 5,50 m pour réagir. Et effectivement, honnêtement, En plus, elle est mise pas parfaitement. certain. Elle est dedans, c'est pareil. Oui, je pense que si elle est dedans, je c'est pense pareil. je pense Très même que clairement. s'il abuse à la zone de Mendy, il y a peu de chances qu'il la sorte. 5,50 m avec la force qu'il met. Je pense qu'il est fusillé sur le moment. Donc, ouais, clairement. Et puis, en plus, franchement, la chance qui sourit parce que la tête commence à revenir vers le milieu. Et tu vois une espèce de talonnade un peu dégueulasse du défenseur, je sais plus qui c'était, à ce moment-là, mais du défenseur qui la remet pour Mendy, mais d'une manière un peu hasardeuse, et ça passe, quoi. Donc ouais, franchement, ça se joue sur des détails, ce genre de confrontation, mais en même temps, quoi, C'est ça, c'est le Chelsea. c'est Ce l'expérience de Chelsea-là, Chelsea. c'est comme ça. Tu regardes la double confrontation au final, t'as pas une énorme Ah oui, différence oui. de niveau sur les Non. deux matchs, mais t'as des petits détails à chaque fois et ça fait 4-1 au cumulé pour Chelsea. Et t'as quand même le sentiment que Chelsea n'a jamais vraiment douté, si je puis dire, Ah non, en plus, avec Havertz, ils n'ont pas le été score à la hyper 9e. à l'aise non plus. Ils n'ont pas été aussi à l'aise que City, qui avait mis 5-0 au match aller, qui s'est baladé au deuxième, qui s'est permis de faire rentrer Carlson, etc. Mais ils n'ont jamais été dans un stress absolu à se dire, oulala, est-ce que ça va être chaud? Mais bon, Lille a fait avec ses armes en tout cas, et Lille a clairement pas démérité. Et autant la semaine dernière, on avait tendance à dire que le Paris Saint-Germain aurait quand même pu largement faire mieux au-delà de la performance de Donnarumma. Autant là, moi j'ai envie de dire bravo Lille, merci pour ce parcours en Ligue des Champions, parce qu'on les attendait même pas en 8e, pas forcément. Et au moment du premier tirage au sort, quand ils ont Chelsea, on se dit oulala, c'est chaud. On annule le tirage au sort, on se dit ils ont de la chance. Deuxième tirage au sort, re-Chelsea. C'était écrit. Franchement, bravo à eux d'avoir quand même montré un beau visage face aux champions d'Europe. Ouais, en plus, ils sont super bien défendus aujourd'hui devant 50 000 personnes à Mauroy. Enfin, ça peut leur permettre aussi de reprendre de la confiance avant, même si c'est une défaite, mais de reprendre la confiance avant la fin du championnat. Ils sont 6e, ils ont des trucs à jouer. Ils jouent Nantes ce week-end, qui est une redoutable équipe. C'est dit aussi avec énormément objectivité, c'est ça. Donc, c'est le stream objectif. Si vous voulez, on parle de Xabi Alonso après. Le jour où il met les gants. Et il y a un truc aussi quand même qui est à mettre au crédit des Lillois, si je puis dire, au sujet de Mendy. C'est que donc on a juste après la mi-temps, donc la taille de Yilmaz à la 51e, à la 63e, on a le poteau de Cheka. 2 minutes après, on a l'arbitre qui vient voir Mendy en disant hey, Coco, va falloir jouer un petit peu là, on arrête de perdre du temps. Totalement. Donc quand on arrive à la 65e minute de jeu, à pousser le champion d'Europe en titre, à jouer la montre, histoire de respirer 2 secondes parce qu'ils viennent de prendre d'avoir un petit peu chaud là, l'espace de 5-10 minutes, c'est pas mal, du tout, quoi. Mais belle expérience, c'est très bien joué de la part de Mendy. C'est très bien joué en plus, parce qu'en plus il prend même pas de jaune, parce qu'il arrive à voir qu'il y a un projectile qui arrive sur la pelouse à ce moment-là. Donc double moment d'expérience à ce moment-là. Non, puis on va pas se mentir, c'est quand même rare que l'arbitre le mette d'entrée. L'arbitre va d'abord souvent faire la remarque, dire arrêtez de perdre du temps, jouez le match, jouez ou je vais décompter. Surtout à la 65e. Surtout à la 60e. Voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, en fin de match aussi, à un moment, il reprend un peu plus son temps. Mais voilà, à l'expérience, Mendy a très bien joué le coup, très bien géré le truc, parce que pareil, il fallait que son équipe puisse respirer. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On parlait de l'impact, on a souvent parlé de l'impact du gardien sur son équipe, de par ses arrêts, de par sa communication. Mais ça aussi, ça, c'est la compréhension du jeu, voir ce qui se passe et dire, OK, on souffre un peu là, hop, je vais casser le rythme. En plus, ça va casser le rythme des Lillois qui sont un peu chauds.
Donc tant mieux. Et donc, mettre vraiment au crédit de Mendy sur ce coup-là. Ouais, voilà. Puis Totalement. comme le dit FC Buffon, voilà, le fait qu'il soit champion en titre aussi, je pense que il y a un peu l'expérience d'être passé par là, de pouvoir temporiser quand il faut, la tranquillité du titre, quoi, un petit peu qui aide, je pense. Ouais, et puis Mendy, il a pris la CAN aussi entre-temps. Enfin, là, il sait ce que Ouais, c'est voilà, gagner c'est ça. maintenant. Son statut, je pense, encore plus évolué et on l'a senti serein. Moi, je l'ai trouvé, c'est dans les relances que je l'ai trouvé particulièrement serein. Mais Ah ouais, moi, Il y a il Mendy, y en a un une où il moment m'a où- bluffé en début de match quand Ouais. Lille met beaucoup la pression et tout Ouais, ça ouais, il se aux faisait alentours de la presser, 10-15e ça l'a pas minute. dérangé, hein. Il y a deux mecs qui arrivent sur lui en même temps. Il arrive à la caler pile au bon endroit pour trouver son Ouais. défenseur, éliminer les deux d'un coup. C'était non mais très, ça, très, Mendy, très propre. Mendy, tu le reprends il y a 1 an, tu compares à maintenant, c'est son cousin. C'est incroyable. Les Ouais. progrès qu'il a fait, notamment aussi dans ce jeu tactique, dans sa capacité. Hein, je regardais pas le match sur la télé française et moi à un moment à l'image ils sont passés super rapidement mais on voyait Mendy qui se décalait complètement de son but pour offrir une solution de ressortie à ses défenseurs. Ça c'est quelque chose qu'il aurait même pas il aurait même pas eu le début de la réflexion de le faire il y a 1 an. Là c'est quelque chose qu'il fait automatiquement et chaque fois c'est utile, même si à l'arrivée le défenseur lui met pas le ballon, il offre une solution, donc il complique le bordel pour la pression des Lillois. Donc Ouais, non, vraiment, il a beaucoup changé et en très bien. Et il poursuit sa progression à 30 ans, c'est top. Preuve qu'on peut progresser à tout âge et en tout temps. Et d'ailleurs, en parlant de progression, n'hésitez pas à suivre et à follow la chaîne pour que nous aussi, on progresse Oh là là, vers le haut. c'est bien Et à amené, suivre tous nos réseaux sociaux Oh là, qui s'affichent cette en bas relance. de l'écran. Ouais, voilà, les transitions, c'est un Très peu... bien, C'est mon et- dada, hein, voilà, pour dire les choses simplement. Peut-être un Donc, petit mot sur. Pardon. Attends, je vas-y. vois Buffon je vois FCB Buffon qui lui dit Mendy, Neuer, Alisson, Oblak, du lourd en quart. Bon, et Courtois, merci. Voilà. Voilà. Il Oui, manquait au moins n'oublions Mendy pas. dans le tas. N'oublions Et pas. là, je t'avoue que sur la liste, en tout cas à titre personnel, je mets pas Mendy en tête. Mais bon, je pense que tu avais un fourre-tout de manière générale et que comme on vient de faire le match de Mendy, tu as commencé par Mendy. Parce que même si je viens de dire qu'effectivement, il avait énormément progressé, il y en a quand même un ou deux il y en a quand même quelques-uns dans ta liste qui sont quand même au-dessus encore. Et notamment Courtois qui est très, 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 très haut. Ça serait intéressant de faire une petite émission comme ça où on débat de ça. Les 8. Ah ouais, c'est ça, les 8. Mais après, ça dépend quel que tu fais plateforme comme déjà. La meilleure performance en 8e ou la meilleure le meilleur intrinsèquement en quart. Ah, je mettrais peut-être l'état de forme actuel sur le début de la saison. Moi, je mettrais. Tu vois, je pense que c'est plus représentatif que. Si tu parles de niveau intrinsèque, ouais, en niveau intrinsèque. Ouais. Lequel, là, tu as le choix dans les 8 qui sont en quart de finale. Tu as le choix pour ton équipe. Tu prends lequel? Voilà. J'ai ma réponse, mais. Moi aussi. Et je pense qu'on a la même. Je suis un peu biaisé, quoi. Je pense qu'on a la même. Après, intrinsèquement, moi, honnêtement, c'est un biais subjectif objectif, Youssef. Je pense que de manière il le montre bien, quoi. On va pas se mentir. Parce que je pense qu'on parle tous les deux de Thibaut Courtois. Absolument. Et voilà, tout à fait, le cœur madrilène qui parle. Mais au-delà du cœur madrilène, le cerveau footballistique, gardien de but, se rend à l'évidence aussi. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Oblak aussi, c'est pas loin. Il y a Thomas qui nous parle de voilà Thomas, salut Thomas. Qui nous parle de son joueur préféré. Mais Thomas, tu vois, c'est le contraire de Maël et de Séville, tu vois. C'est au contraire, il y a une espèce de désamour pour Chesney. Non, moi je pense que c'est plutôt une dédicace pour toi vu que tu es en Pologne. Mais oui, mais c'est pour ça justement. Voilà. Je me dis que je suis obligé un peu de le défendre parce que sinon je vais me faire travailler ici. Bah ouais, je me doute. Ouais, fais gaffe parce que les Polonais en ce moment ils sont un peu tendus si tu veux, donc ils vont pas faire le cadeau. En tout cas, moi j'admire. Les grandes nations de gardiens, la Pologne, Fabianski, Szczesny, En tout cas, moi j'admire Thomas qui ne fait jamais de faute sur l'orthographe de Szczesny. Ouais, c'est quand même loin d'être facile. Alors, petit cours pour Szczesny, ça se prononce Szczęsny d'ailleurs. Voilà, oui, bien sûr. Ok. Bon, bah voilà. On vous l'avait dit. MO, premier sur les gardiens. Et ben voilà, pour la première fois depuis le début de carrière de ce gardien, vous apprenez à dire son nom. Ouais, voilà. Entraînez-vous à la maison, parce que sincèrement. Vous l'aurez entendu ici pour la première fois.
Ah là là. C'est ça. Du coup, en parlant justement de peut-être des autres matchs de Ligue des Champions, Ouais. peut-être l'occasion de parler de... Déjà, le Bah, match moi, de juste ce, de de ce revenir soir. Ouais, petit, sur la, ouais, c'est ça. Pardon, vas-y. sur la sortie de Mendy avant le penalty. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est pas impérial. Benoît, tu disais qu'il pouvait mettre que la paume de main. Il y a du monde, il y a Il énormément y de a monde. du monde. Est-ce qu'il faut y aller du coup, ou si tu peux mettre que la paume de la main Moi, je pense qu'il fait bien d'y aller et c'est courageux d'y aller. Et il faut y aller. Et voilà. Et à l'arrivée, j'ai pas le sentiment, voilà. Est-ce que j'aurais préféré un énorme dégagement du point qui arrive à 25 mètres du but? Bien évidemment. Est-ce qu'il est en capacité de le faire avec une densité pareille devant lui? Je ne pense pas. Mais en tout cas, voilà, il n'a pas peur d'aller au combat, il n'a pas peur d'aller dans le tas. C'est juste devant son but, il faut qu'il y aille. Voilà. Après, il se trouve que l'action se poursuit comme elle s'est poursuivie. Elle se finit par le penalty, qui est quand Oui, même non, mais il assez est pas dingue. responsable de Mais comment ça se poursuit après. ah Mais, non, honnêtement, c'est un démarrage, comme tu disais tout à l'heure. L'action, elle dure de la 32e jusqu'à ce que les filets tremblent à la 39e, quoi. c'est ça, parce qu'on a 3 minutes on a 2 minutes de VAR au milieu. On a 2 minutes de VAR, 1 minute de contestation, 45 secondes de préparation du péno. Donc, effectivement, ouais, ça dure un certain temps. Mais non, enfin, comme ça, honnêtement, j'ai pas du tout eu le sentiment, en tout cas, en regardant le match, qu'il ait eu quoi que ce soit à se reprocher de particulier sur cette action, en tout cas. Et j'ai trouvé ça courageux de sa part d'y aller, parce parce qu'il y avait pas beaucoup de place non plus pour y aller. C'est sa première intervention en plus, si je ne m'abuse, donc ça fait du Ouais, bien ouais, aussi bah, je d'être pense un peu qu'il en autoritaire. Ouais. d'autres. Il capte un ballon aérien en milieu de deuxième mi-temps, qui fait un peu de bien à son Ouais. équipe aussi au moment où ils sont un peu acculés. Mais c'est vrai qu'à part ça, je pense que dans ces cas-là, c'est vrai que moi je suis très fan de ces ballons-là où tu touches et même tu t'engages et tu te dis que faut mieux la toucher que rien, quoi, vraiment, pour la plupart des cas. Mais c'est vrai que c'est. On parlera d'Onana tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, exactement. La preuve par l'image, quoi, vraiment, la preuve par l'image. Par contre, un truc que j'ai plus tout à fait en tête, c'est là où il récupère le ballon, Mendy, là où il va le chercher. Donc on a une énorme densité. Résultat, je suis pas tout à fait sûr de la couleur des têtes qui sont à côté. C'est-à-dire quand je parle de couleur des têtes, je parle de est-ce qu'elles sont couleur bleue de Chelsea ou est-ce qu'elles sont couleur rouge de Lille, bien évidemment. Maillot jaune dégueulasse de Chelsea. Au moins on les voyait bien. Hein. Au moins on les voyait bien. Mais effectivement, au niveau marketing, c'est pas top. Bon, à moins que tu veuilles y aller sur un rond-point, mais bon, ça c'est autre Après, chose. niveau marketing, Chelsea. C'est vrai. Bim, un abonné. Après, on peut pas leur enlever le fait qu'il était en jaune et en noir comme lui, en bleu comme l'Ukraine, quoi. Ça, pour le coup, je sais pas si ça vaut bien vu le propriétaire, mais bon. Bref, on rentre pas dans ces considérations peut-être. Mais non, c'est vrai que ouais, c'est comme tu dis, maintenant c'est assez peuplé. Il y a un peu de tout. Mais dans ces cas-là, tu vas et tu te dis que tu préfères percuter un de tes adversaires qu'un de tes coéquipiers, mais que bon, dommage collatéral, on verra après, quoi. Tu préfères percuter le ballon et tu vois ce qui se passe décale, après. C'est ça. Il la décale, il l'enlève. Elle finit par revenir et que ça finit malheureusement, mais il réussit son intervention. Mais surtout, il l'enlève et il l'enlève pas dans l'axe, il l'enlève côté. Il la prolonge encore plus là-bas. Donc, en soi, il la met pas dans une zone parfaitement neutre. Parce que bon, elle est récupérée enfin, si, elle est relativement neutre cette zone. Donc, il éloigne quand même une première fois le danger. Ah, je suis d'accord. Ouais. Oui, au moins ils peuvent payer les maillots pour l'instant, Thomas. Écoute, ouais. C'est. Non, c'est pas mal aussi. Le jaune parce qu'il rentre en stop, c'est. On la garde, Bouffon, on la garde. Excellent. On la garde, elle est très très bonne. On emballe. On a un chat d'humoriste. Hein. Tiens, et puisque toi, Youssef, t'es en Pologne, moi, tout à l'heure, je me demande, Sweden top, est-ce que t'es en Suède? Ou d'où est-ce que tu nous écoutes? Non, il est pas en Suède. C'est un pote à moi, en fait, hein, je le connais, donc il est à Toulouse. Donc, la meilleure ville de France. La meilleure ville de France, merci. Ah bah t'as deux copains en haut à droite et en bas à gauche. Hein. Ouais. Débat sur Maxime Dupé ce soir. Non, c'est soirée Ligue des Champions. Ouais. D'ailleurs, je vous propose
On va peut-être. Dans 2 saisons, on parle de Toulouse en Champions League. On va peut-être enchaîner sur le deuxième match de la Ouais, soirée. ouais, Je crois que ouais. Youssef, t'avais bien un œil dessus, toi. T'avais gardé bien un œil dessus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du deuxième match de la soirée? Donc Juventus-Villarreal. On rappelle le score au match aller. Je crois qu'il y avait eu match nul. Hein, c'est bien ça ce que nous disait ce qu'on voyait tout Oui, à l'heure. Donc totalement la décision restait à Un faire. parcours, ouais. Et la décision restait à faire dans ce match retour qui avait lieu en Italie. Et donc, un score 0-3, personnellement, que je n'attendais pas. En tout cas, pas aussi, personne Ouais. ne l'attendait. Ah, pas aussi sec. La poutre, Donc, la poutre, donc voilà, ouais. raconte-nous un petit peu, Youssef, parce que je crois que tu nous disais que Rouli a été assez performant ce soir. Ouais, alors, on va remettre un peu de contexte dans ce match-là. Effectivement, on Bien a vu, Thomas, dans les commentaires. effectivement, c'est un match qui est assez paradoxal pour les deux gardiens. Une fois n'est pas coutume. Rouli qui nous sort une première mi-temps exceptionnelle avec 5 arrêts, 5 beaux arrêts, c'est pas des petits arrêts, pour garder la Villarreal dans le match, pardon. Énorme première mi-temps qui permet de rentrer à 0-0, et puis en deuxième mi-temps Villarreal qui déroule sur un premier penalty obtenu par Etienne Capou qui fait son entrée. Chesney qui la touche, puis un second but qui vient sur un corner où il y a une déviation au premier poteau et Pau Torres qui vient la mettre derrière. Et un troisième penalty, un troisième but qui arrive sur un penalty qui est obtenu ici dans les arrêts de jeu. Donc à ce moment-là, la Juventus avait totalement lâché. Mais dans les stats, Chesney prend 3 buts sur 3 tirs cadrés. Donc ça c'est pour toi, Thomas. C'est la stat qui te fera plaisir. Même si bon, il y a deux pénaux et un fusillage à bout portant. Il est pas loin sur le premier péno. Il est pas loin, il la touche. Totalement. Hein. Totalement. Alors déjà, faut savoir que le penalty, il n'y a pas eu besoin de la VAR. Hein. Ça, par contre, j'ai vu rapidement, c'était clair, net et précis. Une faute naïve. Faute naïve de la part de Rugani, je crois. Et alors après, voilà. Le deuxième, c'est un très bel arrêt de Mathis de Ligt. Hein. Parce que sur le premier penalty, il part du bon côté. Moi, j'ai le sentiment qu'il la touche, mais j'ai vu ça très rapidement. Il la touche très bien. Mais je sais pas, il a la. Est-ce qu'il a la main? Enfin, tu vois où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je vais aller titiller? Est-ce que tu as le sentiment qu'il a la main un peu faible ou vraiment ça reste un penalty. Hein. De toute façon, on reste calme. Hein. Mais est-ce que tu as le sentiment qu'il a juste c'était pas loin ou il a de quoi être frustré? Alors déjà, moi, avant de revenir sur ce penalty-là, moi, je tiens à dire que Chesney est un très bon gardien sur péno. Je croyais que ça se disait pas comme ça. Chesney, pardon, oui, c'est vrai. Je vous le fais à la française parce que sinon vous allez me demander qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous racontez. Donc c'est un bon gardien sur péno pour le coup. Bon gardien, il a des bonnes stats, il en arrête pas mal, il a été pas mal décisif au fil des années, que ce soit avec la Roma, avec la Juve aussi, beaucoup de gros matchs où il a arrêté des beaux pénaux. Faut pas oublier que c'est un gardien qui part plutôt bien. Et il a cette technique aussi qui est assez, peut-être pas la plus habituelle pour tous les gardiens, qui est de partir réellement au sol. Il en fait trop, Coquelin, là. Franchement, de se jeter comme ça. Il aurait pas dû parce qu'il est touché. Oui, je pense que c'est donc je disais, c'est un gardien qui part beaucoup au sol. Donc on sait que beaucoup de pénaux sont tirés fort au sol. Et parfois on voit des gardiens qui partent un peu à mi-hauteur et qui ont cette main qui est pas assez ferme et qui parfois où le ballon passe entre la main et le sol, quoi. Donc Chesney a cette habitude de partir énormément au sol et ça lui permet d'arrêter pas mal de pénaux. C'est quelque chose qui est très intéressant de son côté. Et c'est vrai que sur ce péno-là, en fait, la balle, elle part avec un petit rebond juste avant. Chesney est bien au sol et il la touche, mais en fait, il y a un petit rebond qui le gêne, je pense. Juste il y a un rebond. Okay, il y a un petit rebond si je ne m'abuse. À revoir exactement, mais ce serait bien qu'on puisse avoir les images, peut-être. Je vais mettre un. Ouais. Après, ça reste juste un penalty, tu vois. Effectivement, regarde, puis on a Thomas qui nous confirme. Hein, cette fois-ci, le match de Schneider n'est pas à mettre, n'est pas propice à mes critiques. Oui. Donc, je pense que si Thomas nous le dit, c'est que ça doit être plus qu'archi vrai. Oui, et après, il dit pas propice.
pas propice à ses critiques, mais il en profite pour lui remettre une balle juste derrière. Depuis qu'il joue la LDC avec la Juve, je suis pas sûr qu'il aille plus loin que les quarts de finale. Petite balle perdue dans le plus grand des calmes. Hein. Ah non, mais il est parfaitement Ronaldo, objectif. Il sait faire les deux colonnes, les pros and cons. C'est pour ça qu'il est chez nous. C'est pour ça qu'il est avec nous. Donc non, voilà. Mais c'est vrai ce que tu dis. C'est un gardien qui a d'excellentes statistiques en carrière au penalty. J'ai pas les chiffres, mais voilà. Et effectivement, ce dont tu parles, alors ça, faudrait que je revoie parce que ça fait. Faudrait que je regarde et effectivement, je te dis le penalty, j'ai vu trop vite, mais effectivement, d'après ce que tu décris, j'ai le sentiment que tu parles d'une poussée basse. Ce qui est pas effectivement pas toujours facile puisque effectivement comme tu le décris on a tendance à pousser comme ça et ratterrir et alors que par exemple des gardiens comme Navas sont capables de partir bas, d'avoir une poussée vraiment basse, on appelle la poussée basse et ça fait gagner du temps par rapport à Sarr tout simplement notamment et ça peut être parfois extrêmement utile sur certains aspects. Ah oui, effectivement, vu la photo, ouais, il y a de quoi. Oui, tu vois, quand je parlais tout à l'heure la photo, j'ai quand vraiment je disais fait pause au moment où vraiment il y a un rebond. Il y a vraiment un rebond à cet endroit-là. En gros. Ouais, dans ces cas-là, ouais, non, on va absolument rien reprocher à Chesney. Les ballons, justement, comme ça. Ça passe vraiment très proche, enfin, ça passe vraiment très très près du poteau, donc à peu de choses près, c'est un poteau, quoi. À une petite dizaine de centimètres, quoi. C'est un petit aléa du rebond, malheureusement. Le penalty est pas non plus ultra bien tiré. Et puis Chesney va plutôt loin, comme vous pouvez le voir. Hein. Il va plutôt loin, donc il a sa main qui touche, mais ça suffit pas malheureusement. Et c'est dommage parce que on l'a vu être décisif sur des grands matchs avec la Juve, surtout en championnat où il arrête des pénaux assez clés. Et là, il aurait pu effectivement être le sauveur, comme Rulli l'a été en première mi-temps. Je pense que c'est sur les deux autres buts, il n'y a pas grand-chose à analyser, honnêtement. Un péno à contre-pied et fusillé à bout portant par Pau Torres sur une déviation au premier poteau, il peut pas sortir à mon avis. C'est une nouvelle balle perdue. Hein, alors la balle perdue de Thomas, je vais la retrouver quand même, la balle perdue de Thomas, parce que l'Euro 2016 de la Pologne côté gardien, il s'est passé quand même 2-3 trucs sympas derrière les rideaux. Et donc oui, l'ami Fabianski, il a effectivement pris la place de Vorkiech. Et là, par contre, il te manque un C entre le J et le. Voilà, bon, lui. C'est rien. Et là, par contre, je crois qu'il te manque un C entre le J et le I. Mais bon, effectivement, et ça, c'est Buffon qui nous le disait juste avant, je crois, un petit peu plus haut, qui nous disait que Fabianski et Szczęsny n'étaient pas non plus dingos avec l'équipe de Pologne. Non, hein, ils vont pas. Voilà, ils sont au même niveau qu'en club, j'ai envie de dire. Hein, ils sont fidèles à eux-mêmes. Et c'est vrai que bon, ça c'est un grand débat plutôt à avoir avec Thomas dans une spéciale football des pays de l'Est au niveau des gardiens pour savoir un petit peu ce qu'il en est du renouveau polonais dans les buts un petit peu. Thomas ce soir il est vraiment en mode il met des sacrées cartouches, hein, c'est incroyable. Effectivement. Enfin. Bon. Yes. Non mais ce match-là c'est surtout roulé. Hein. Oui, totalement. Parce que la première mi-temps, elle est totalement pour la Juve. Jusqu'au péno, Villarreal n'a pas un tir cadré. Après, ils avaient quand même la possession. Ouais, ils avaient quand même la possession. Ouais, mais parce que c'est une équipe espagnole. Ouais, c'est vrai. Mais ça fait rien. C'est de la possession. Je suis d'accord. C'est du handball. Mais au final, t'as beaucoup d'occasions pour la Juve en première mi-temps. Et t'as cet arrêt complètement incroyable à la 35e minute où lui aussi il est fusillé, mais il saute, il voit que c'est une tête, que ça va être en l'air, que la tête elle est pas du tout faite pour être piquée. Il saute, il met les deux bras comme ça, il bouge le plus possible. Comme un gardien de hand, un peu, on disait tout à l'heure, pour couvrir cet angle, parce que la tête est en angle fermé, du coup elle est au deuxième poteau en angle fermé. Et c'est vrai qu'il sort comme ça, il couvre beaucoup d'espace du coup avec son corps, ce qui est assez intéressant vu qu'il est à bout portant. Voilà, exactement. Et en plus, ce qui est vraiment drôle, c'est que la balle derrière, il la récupère vraiment comme une petite princesse dans les mains, parce qu'elle lui revient pile dans les mains, donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant de voir que ça marche bien, quoi. C'est vrai qu'on voit bien là sur l'image que du coup Vlahovic, c'est Vlahovic je crois, le numéro 7, c'est peut-être Morata. Ouais. Non, je crois que c'est Vlahovic. C'est Vlahovic, ouais, on est d'accord. C'est ça qui fait que c'est encore plus impressionnant, parce que lui, pour marquer, c'est pas le dernier. Ah oui, clairement, oui, totalement. Il fait un joli arrêt, on voit qu'il est à bout portant et il sent que justement il faut gagner ces petits centimètres là qui peuvent changer les choses, et il fait le bon geste. Il vient couvrir vraiment un maximum d'espace
avec les jambes pour écarter au cas où si la balle est piquée, et puis les bras écartés pour couvrir le maximum d'espace en l'air au niveau de la tête, et ça marche bien. Je crois que c'est son bras droit qui l'arrête, ou un mix entre son bras droit et sa tête. C'est assez bizarre comme action, mais ça marche bien. Il y a aussi un super barrière en début de match aussi sur une tête de. Pour le coup, je crois que c'est Morata, sur une tête de Morata. Morata, ouais, sur le coup. Ouais. Oh, Au deuxième poteau, pareil, mais un peu plus loin. Ouais, la balle arrive très vite. Il est un peu fusillé sur le moment. Enfin, il est pas fusillé, mais la balle, je crois qu'il a je dirais 8-9 mètres, Morata. Il met une belle tête deuxième poteau et un bel arrêt réflexe où il met une main ferme qui lui permet de repousser le ballon dans une zone pas dangereuse en plus. Vite. Ouais, elle part très très vite. Ouais. Part très vite sur sa droite. Donc franchement, Rouli a souligné une petite détente aussi sur une frappe enroulée de Vlahovic. Celle-là, normalement, il doit la sortir, mais il gère plutôt bien sa profondeur, même s'il est peut-être un petit peu trop avancé, mais il gère plutôt bien sa profondeur. Ça lui permet de gagner facile, enfin d'arrêter, d'être très à l'aise sur l'arrêt vu qu'il est bien avancé. Ouais, voilà, c'est exactement cette. Vous la voyez du coup. Ouais. Il a même là, il est avec l'élan, du coup, il est rentré en rata, mais effectivement là, l'action arrive pile. Enfin, du coup, il arrive de la droite et il se fait fusiller. Et c'est sa main droite qui vient arrêter le ballon, quoi. Ouais, moi, ce qui m'a impressionné en regardant les images, c'est vraiment ce côté. Il a sorti beaucoup de choses à bout portant, en étant très vif et en ayant un temps de réaction hyper court et en ayant une connexion œil-main hyper précise, quoi, assez impressionnante. Pour moi, il y a eu plusieurs fois les mêmes actions, quoi, des têtes de près, qui sont normalement des actions vraiment super dures à gérer parce que ton temps de réaction est tellement court que t'as pas le temps de réagir, quoi. Et lui, il a réussi, donc c'est un truc moi, qui m'a scotché. Petite digression pour répondre à Buffon qui nous donne une petite anecdote sur un gardien polonais qui avait arrêté 2 pénaux pour la Pologne dans le même match lors de la Coupe du Monde 74. Je vais laisser les experts, ou je vais vous laisser tout simplement essayer de le lire. Tomaszewski, au hasard, vous direz si j'ai bon. Oh là là, j'en ai réussi un dans la soirée, c'est excellent. Mais écoute Thomas, puisque tu es là également dans les commentaires, tu vois, je crois que tu as trouvé à qui parler avec Buffon. Donc je pense que cette soirée sur les gardiens des pays de l'Est, un jour, il faudra l'organiser. Et comme ça, Buffon, tu pourras nous raconter plein d'autres anecdotes du même style. Et on pourra faire un petit défi, voire même voir un petit peu qui s'y connaît le mieux de ce point de vue-là avec notre ami Thomas Bernard de MO qui a une passion pour les gardiens des pays de l'Est et qui a écrit d'ailleurs de nombreuses biographies pour main opposée sur ces gardiens avec pour commencer la Biachine pour commencer et bien d'autres encore. Je vous invite à aller sur le site de MO pour aller regarder tout ça. Un mémoire aussi, qui avait fait un sacré mémoire pendant oui. Exactement. Tout à fait. Donc effectivement, il avait fait un mémoire sur le football des pays de l'Est. Je vais être assez large. Thomas, tu rentreras dans des plus grandes précisions quand on fera cette émission spéciale Pologne. Mais ouais, on se la note et on la fera. Et donc Buffon, reste attentif parce que on aura besoin de toi pour contrer un petit peu Thomas dans ses anecdotes et ses arguments. Et petite digression, juste pour revenir sur Rouli, qui fait une excellente saison en Liga, on l'a senti un petit peu en dilettante à Montpellier quand il était passé en Ligue 1, et puis il s'est bien relancé. Après, je crois que c'est un gardien qui formait à la Real Sociedad de mémoire. Et qui a carrément ces qualités-là, comme dit Thomas, d'enchaîner quand il est sur une grosse perf, il est sur sa grosse perf. Hein. Clairement, il enchaîne les beaux arrêts. Et il est actuellement 4e en pourcentage d'arrêt en Liga, donc avec un joli 69%. C'est pas mauvais du tout. Il fait une belle saison avec Villarreal, qui fait également qui faisait un gros début de saison, qui s'est un petit peu endormi depuis, mais qui a vraiment une mauvaise. Mais il est deuxième.
Ah pardon, je disais que Villarreal était un petit peu en dilettante, un peu plus en dilettante actuellement, mais que il faisait une belle saison, surtout défensivement, parce que en fait, du coup, Rouli est le deuxième gardien à avoir encaissé. Enfin, il est le premier si on compte tous les gardiens ayant joué 28 matchs du coup, parce que Bono compte pas du coup. Il en a joué que 23. Il a encaissé 21 buts en 25 matchs, donc c'est un peu mieux que Thibaut Courtois qu'on encaisse 21 en 28 matchs. C'est un peu moins bien que Thibaut Courtois qui en encaisse 21 en 28 matchs, mais il a un beau ratio de buts encaissés et un beau pourcentage d'arrêt aussi. Donc c'est à Et souligner. je reviens vite fait sur ce que tu disais quand il est passé à Montpellier. Je me trompe peut-être, mais je crois que dans mon souvenir, on lui avait plus ou moins préparé les bagages avant même qu'il te dise s'il était d'accord ou pas. On lui avait plus ou moins dit tu pars là-bas et c'est comme ça. Parce que tu joueras pas de la saison et même la réserve. Enfin, là, c'est moi qui en rajoute, mais même la réserve, tu la verras pas. Dire que clairement, son entraîneur lui avait dit je compte pas sur toi ni en un ni en deux, donc va là-bas. Si je me souviens bien, hein, à vérifier, mais donc effectivement, quand on part dans ces conditions, je suis pas sûr que il connaissait trop Montpellier à la base, etc. Sans manquer du tout de respect à Montpellier, qui est une ville super sympa. Donc voilà. Mais bon, ça lui a donné l'occasion aussi d'avoir du temps de jeu, etc. Et puis bah il est revenu et effectivement, bah c'est un gardien qui a des bonnes qualités. Et effectivement, comme disait Thomas et comme tu le confirmais, c'est un mec qui quand il a la main chaude, il a la main très très chaude. Effectivement. Du coup, on va peut-être revenir du coup sur les autres matchs de la soirée. Est-ce qu'il y a certains La soirée, Bah pour de la semaine, les autres matchs de la semaine, je dirais de la plutôt, semaine, donc pardon, oui, d'hier effectivement, soir. de la semaine. Hier Et ben soir, écoute, on peut d'ailleurs, bah écoute, commencer tout de suite par Manchester United Atlético Madrid, puisque c'est toi-même Renaud qui l'a analysé pour m'en opposer. Donc Tout à t'es a fait. priori la personne Tout à fait. la plus à même Je suis la personne la de plus à lancer ce même. débat. Je suis la personne la plus à même de vous en parler. Je te dirais même que tu es la Euh, personne idoine pour nous en parler. voilà, tout à fait. Alors, pour faire simple, il y avait eu, pour ceux qui l'avaient vu, un match aller Alors, pas très. juste avant qu'on réenchaîne, oui, il était prêté à Montpellier. On lui a dit, tu vas là-bas après tu reviens. Mais oui, il était prêté, on est bien d'accord, Oui. Thomas. Hein. Voilà. Retour sur Manchester Atlético. Oui. Bim, Voilà. on t'écoute. Donc du coup, il y avait, pour ceux qui s'en rappellent, au match aller, il y avait eu un partout, un match un peu, comment dire ça gentiment, il s'est pas passé grand-chose, un peu insipide, hein, ça s'était terminé en un partout, il n'y avait pas eu tant d'action de gardien que ça, voilà. Donc on attendait un peu quelque chose au match retour, et on a plutôt été servi parce que les deux gardiens ont été pas mal sollicités. Et on a eu littéralement un Oblak vraiment impérial. En feu, comme nous dit Voilà, Buffon. en feu, voilà. Et pour le coup, on a eu un Derea un petit peu fébrile. Et un petit peu surtout sur le jeu au pied où à un moment il a fait une très très grosse frayeur et il a failli avoir but en début de seconde mi-temps. 52e sur. Voilà. Et il y avait eu un peu des signes avant-coureurs où je l'avais pas senti super serein sur un pressing où il avait remis un ballon plein axe et ça avait un peu mis en difficulté son défenseur. La passe était précise, mais c'était peut-être pas le meilleur joueur à aller chercher parce qu'ils avaient perdu la balle juste après. Donc donc Oblak a vraiment été super fort. Il a vraiment maintenu son équipe dans le match. Donc voilà pour vous remettre un peu les notes que j'ai fait. C'est sur le jeu de relance, ouais, c'était assez simple. Mais en termes d'arrêt, ça a été incroyable. Oblak a fait, surtout il y a ce premier arrêt que vous avez peut-être vu où il sort avec son visage, Ouais. vraiment avec sa tête quoi. Et en fait, en soi, il fait pas un geste super poussé, mais en fait, il fait un très très bon déplacement Ouais. où il passe d'une défense en zone au moment où c'est Défense 2 zone, tu veux dire. défense de zone, pardon, oui. Où il cherche un petit peu à couper l'idée dans le couper le centre, voilà, c'est ça l'idée. Et il pivote légèrement pour se mettre en défense de son but, donc parallèle à sa ligne de but. Et c'est vraiment ce léger déplacement qui lui permet de stopper le ballon. Et vous voyez, il esquisse pas forcément un geste, mais déjà il reste le buste bien droit, il prend de la place
Et c'est ce qui lui Faire l'avant permet de aussi. faire l'arrêt en fait. Ouais, surtout, il fait son pas vers l'avant. Ouais, j'ai noté. Oui, voilà, c'est Il ça. fait son pas vers l'avant et ça fait toute la différence. Ouais. La Donc, posture aussi, tu le vois qu'il est offensif là sur Bah, sur la sortie, il est Ouais, vers l'avant, voilà. la tête en avant, Ouais. il a pas peur. Ouais, tu ouais, vois, c'est intéressant. En fait, moi, je l'interprète, si tu veux, pour moi, à mon avis, la course de l'attaquant, il l'a déjà repéré. Donc, il sait que potentiellement, ce mec-là, si on lui met le ballon, il va pouvoir venir couper. Donc, il passe de sa défense de zone à justement ce ballon centré. Donc là, il sait que il va falloir se déplacer, mais il sait qu'il y a ce mec-là. Donc, il commence son déplacement et on le voit bien sur la diapo suivante que tu mets. Il y a ce main qui part. Donc, en fait, c'est juste que le déclenchement, il n'a pas le temps de se faire. Parce que si on regarde bien la distance qu'il y a entre le ballon qui part du pied et quand il met sa tête, il y a quoi 1m50 2 mètres. Ouais, Donc, en fait, il fait son arrêt en quelque sorte. Il fait son arrêt, il fait même pas de la tête. Il fait ce qu'il faut, il fait son déplacement. Et comme il le fait parfaitement, il se trouve que sa tête est en plein milieu du ballon et ça rentre pas. Mais par contre, moi, Renaud, je voulais revenir un tout petit peu avant, au tout début du match. Il y a une faute qui est sifflée sur Oblak sur un ballon mis dans la profondeur haut au niveau dans la surface, dans les 6 mètres à peu près, un peu devant les 6 mètres. Je sais pas si tu vois duquel je parle. Je sais pas ce que tu as pensé d'Oblak là-dessus. Personnellement, je trouve que la prise des décisions, elle est quand même un peu tardive et je vais pas dire que l'arbitre est généreux, mais il s'en sort bien finalement avec la faute sur lui, je trouve, personnellement. Je sais pas comment tu l'as ressenti, toi, devant le match, en notant le match. Ouais, donc tu parles le contact, c'est ça Au tout début. Voilà, Ouais. tout à fait, au tout début. Ouais, au tout début. C'est compliqué parce que en soi, je crois que c'est Elanga qui est au contact. Il a une détente assez incroyable. Et il saute super haut, donc c'est voilà, bravo à lui. Mais le truc, c'est qu'il finit un peu avec le coude dans le visage du gardien, quoi. Donc après, là, on est un peu dans l'interprétation de savoir si c'est un contact régulier ou si ce serait énorme de dire ça, mais sous-entendu, dans son démarrage, en fait, si tu veux, sa prise de décision. Sa prise de décision, parce que il est pas tout petit Oblak, il mesure combien? Il est quand même haut, tu rajoutes les bras. T'as beau avoir la détente de Cristiano Ronaldo, normalement sur un ballon comme ça, si tu l'attaques bien comme il faut, avec nos genoux en protection, si le mec il vient, il se ramasse parce qu'il prendra ton genou au passage. Et là, j'ai vraiment l'impression que il y va peut-être un peu. Je vais pas dire en dilettante parce que j'aime pas ce terme-là, mais je vois ce que tu veux dire. Il pas assez décisivement, voilà. Il y va pas avec une grosse intensité et il y a eu pour le coup d'autres actions dans le jeu aérien. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que justement après cette action. Je pense que ça doit lui servir un petit peu de réveil parce qu'il a eu plusieurs interventions dans le jeu aérien et il a été beaucoup plus tranchant ensuite. Et il s'est vraiment bien imposé, il a pris un très bon timing, il est vraiment rentré dans le ballon. Je pense qu'il s'y attendait pas, je pense qu'il s'attendait pas à quelqu'un qui saute aussi haut, parce que sincèrement le coude du type dans son visage, ça a dû lui faire bizarre, enfin sincèrement. Parce que quand tu es gardien, comme tu le dis, tu as ton genou en protection, tu as tes mains, tu t'attends pas à ce qu'il y ait un joueur qui arrive. Et le gars avait vraiment. Et quand je dis le coude dans le visage, c'est pas parce que le mec a les coudes comme ça. Hein. C'est vraiment, il fait son impulsion, il a les coudes le long du corps et il lui met quand même dans la tronche. Donc, après, il arrive de très loin à le lancer, je crois, de mémoire quand même. Moi, je suis d'accord en fait avec Manu après, dans les coms. Manu qui nous dit Oblak est peut-être pas assez méchant sur ce coup-là. Et en fait. Mais Oblak là-dessus doit tout arracher. Et même si l'attaquant il arrive, il saute haut, et tant pis pour lui. J'aime pas ça. On n'est pas là pour blesser des joueurs. On ne doit pas avoir la volonté de blesser des joueurs. On va pour jouer le ballon et il se passe ce qui se passe. On joue le ballon. Mais là, normalement, bim, il y va. S'il y va décider, limite, il fait comprendre, ne venez pas parce que si vous venez, vous allez ramasser. Parce que moi, je vais y aller. Alors à l'arrivée, c'est l'inverse. Il ramasse. Bon, il n'y a pas but, il n'y a pas de dégâts. Lui n'est pas blessé. Comme tu le dis, finalement, ça a le mérite de le réveiller et de lancer véritablement son match. Mais c'est vrai que moi, ça m'a surpris, en plus pour un mec de la qualité de Jan Oblak, qui a quand même une certaine expérience supérieure à celle de Jardim en Ligue des Champions. Et cette petite lenteur au démarrage, si je puis dire, j'étais assez surpris. J'ai vraiment le sentiment que sa prise de décision, elle est tardive, en fait, et qu'au début, je sais pas s'il évalue bien en fait la trajectoire du ballon, s'il est sur lui, je sais pas vraiment. Je pense qu'à mon avis, il le voit pas arriver et du coup assez d'accord avec Buffon, du coup il manque de vitesse.
Du coup, il rentre moins fort dans le ballon. Il attaque moins son ballon. Et donc, du coup, forcément, il se fait surprendre quand il se prend pour le coup le joueur adverse qui, lui, arrive pleine puissance dans la tronche. Et d'ailleurs, Non, mais pour il fait un pas en arrière. Hein. En fait, il y va, il recule et il y retourne. Ouais, bah oui. Et donc à ce moment-là, tu sens qu'il est sur le reculoir et que c'est la prise de décision, elle est pas bonne. qu'il y va bien très bien. Après, Elanga va très très haut et je pense qu'il y a faute dans le sens où vu qu'Elanga prend pas trop le ballon, bah au final il finit par prendre l'attaquant et avec son impulsion et l'élan qu'il a, il le déséquilibre, donc c'est faute. Mais Après, c'est vrai qu'Oblak doit y aller avec de la vitesse et de la puissance comme vous dites depuis tout à l'heure pour que ça soit pas lui qui tombe en arrière au final et que ce soit Elanga qui tombe en arrière. Mais ça, même pour nos auditeurs de manière générale, en match, à l'entraînement, il y a du monde, il y a personne devant. À l'entraînement, quand il y a personne, vous y allez vraiment. Comme ça, si le jour où vous êtes en match et il y a un mec, eh ben vous n'allez pas vous poser la question de s'il faut y aller. Vous allez y aller directement. Je dis ça parce que je suis passé hier proche d'un stade où il y avait un entraînement de gardiens et je voyais des gardiens qui étaient vraiment en mode entraînement. Et je me disais, ils vont prendre un ballon comme ça ce week-end. Je devrais passer ce week-end parce que s'ils prennent le même ballon, je suis sûr qu'ils prennent un carton. Et c'est à peu près ce qui est arrivé au Black là ce soir. Donc c'est pour ça que ça me faisait penser à ça et que j'insistais là-dessus. Et j'en profite. Ben, merci Bouffon et merci Manu d'appuyer mes propos. Ça fait plaisir. Après, si je peux juste nuancer sur un petit truc, c'est que avec le gabarit d'Oblak, en fait, sur ce genre d'action, il y aura tout le temps faute ou presque, parce que Oblak c'est 2 mètres, même avec une petite impulsion et les bras comme il le fait, et, c'est un mec qui est techniquement et ultra propre quand même, je pense dans la top classe européenne. Je suis totalement d'accord qu'il y a un manque d'envie, mais en fait c'est pas non plus un risque énorme. Alors je suis d'accord que clairement il doit y aller mieux et ça le met mieux dans son match, mais je veux dire c'est pas un risque énorme qu'il prend, et dans tous les cas il y aura tout le temps faute sur ce genre de truc, parce que il y a très peu de joueurs qui peuvent arriver à avoir une détente assez haute pour pas faire faute, en fait. Parce que s'ils veulent arriver avec une telle détente à la hauteur d'un Oblak qui fait 2 mètres et qui va aussi haut, il y aura forcément faute parce qu'ils sont obligés de prendre une impulsion de fou. Mais après, tu parles du fait qu'il n'y ait pas de risque. Moi, le risque, je le vois pas forcément sur le fait qu'il y ait but. Mais le jour où il y en a un qui va lui rentrer dedans et qui va le blesser et que tu vas faire ton changement à la 3e minute et que tu vas passer Diane Oblak à ton numéro 2, t'as Yann Oblak, garde Yann Oblak de préférence, quoi. Tu vois, quel que soit ton numéro 2, Yann Oblak, t'es quand même très très bien quand même. Donc tant qu'à faire, c'est quand même dommage de prendre le risque pour ton intégrité physique parce que tu mets pas assez d'engagement. Et en plus, tu marques ton territoire et tu fais comprendre que ça va pas être drôle ce soir, quoi. Alors, il lui a fallu 10 minutes de plus et un coup de boule sur un ballon pour cette fois-ci lancer son match et la faire comprendre que là, cherchez pas parce que même de la tête, je vais les sortir. Et il a poussé lui jusqu'à la fin du match. Mais c'est vrai que et sur la dernière occasion du match. Et voilà, et en plus, c'est un peu le symbole, c'est ce que j'ai écrit dans ma note de match, c'est que le symbole, c'est que la dernière action se termine par encore une sortie de Yann Oblak, qui vient faire une super prise de balle, qui calme devant tout de suite, et devant derrière, en plus, vraiment le symbole est assez fort, parce que pour le coup, derrière, dans le jeu aérien, il y allait une fois sur un centre en cloche, facile, vraiment facile à son niveau, avec personne au contact, et vraiment du reste, il n'est pas allé dans le jeu aérien. Et d'ailleurs, le but qu'il a pris, c'est un but sur une tête. Alors attention, il ne pouvait pas intervenir sur cette action précisément, mais on ne l'a pas du tout senti volontaire à aller dans le jeu aérien, et il a vraiment laissé ça à sa défense. Après, là où Oblak est, à mon avis, beaucoup plus volontaire comme gardien dans ce secteur de jeu. Et ça n'a jamais été un énorme point fort de Créa, de toute façon. Oui, voilà. Mais bon, voilà. Après, c'est le risque. Après, c'est de le payer un peu. Et aujourd'hui, Oblak a bien réussi ça. Surtout qu'il faut quand même rappeler qu'Oblak, en Liga, cette saison, c'est pas incroyable. C'est même. Clairement. C'est moyen. Si on est gentil, c'est même dégueulasse. Je veux dire, il a 52%, il a 52% de taux d'arrêt. Alors, dans ces cas-là, tu reprends l'expression consacrée de Roland Courbis et tu dis il est quand même très moyen. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, moi, en fait, c'est décevant parce que c'est. Voire même très, très moyen. C'est décevant parce que c'est Oblak et qu'on sait tous que c'est un gardien qui a son top et dans le top 3 européen, quoi, clairement. Sans aucun doute. À son top. Top 5, t'es tranquille.
Non, il top 5, je suis tranquille. Théorique. En fait, Non, c'est mais- son jeu au pied qui limite un peu. Mais ouais. Non, mais voilà, mais Euh, intrinsèquement, je remets pas en cause son niveau. C'est juste que voilà, d'une saison à Ah, je l'autre, suis d'accord. Ouais, tout à fait. là, on a senti D'accord. le. Après, je crois qu'il revenait de blessure en début de saison. Si je ne me trompe, qu'il était un petit peu blessé en début de saison. Je me trompe peut-être, j'ai peut-être une connerie, donc info chat, faut pas du tout la prendre comme ça. Mais en tout cas, en tout cas, c'est sûr que il n'a pas aidé par une défense parce que l'Atlético prend énormément de buts cette saison. Pour une équipe qui est entraînée par Diego Simeone, c'est Ouais, mais dans les assez- gros matchs. Dans les gros Ouais. matchs, ils sont là. Ah, mais derrière. après, 2-0, dans les gros matchs, c'est l'Atlético. Après, à part contre le Real, bien sûr. Hein. Ça, on n'en parle pas. Hein. Mais d'ailleurs, en plus, parler de manque d'engagement d'Oblak dans une équipe comme l'Atlético Madrid dirigée par Simeone, manque d'engagement, ça fait bizarre quand même. Bah, c'est sûr, ça a fait bizarre, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a senti. Je pense que tout de suite après, ça l'a réveillé instantanément et qu'il a pas refait 2 fois la même erreur sur ça spécifiquement parce que c'est très clairement, je pense, qui tient le plus à cœur de Simeone, c'est intensité et l'intensité. engagement. Non, mais C'est même à quand mon tu avis, dors, c'est les il veut deux que tu mettes de piliers. l'intensité, C'est lui. les, C'est un c'est les- c'est les deux piliers, c'est les deux piliers de son jeu et je pense que ça vaut aussi pour ses gardiens. Donc voilà. Mais bon, au final, après voilà, il y a eu un super match. Il y a eu aussi des très très beaux arrêts d'Oblak et voilà, il a l'air de rien, Ouais, il il en repart fait avec pas un mal, clean sheet et il a fait pas mal. il a vraiment été super décisif pour son équipe parce que vraiment en première mi-temps, il a tenu la baraque quoi. Ouais. dans J'ai les pas moments vu où toute sa saison, mais je pense que c'est son meilleur match de la Ouais, saison. Hein, là, c'est jusque-là, pareil, j'ai pas vu effectivement énormément de matchs, mais là en tout cas, il a sorti un match Ça fait partie de ses important, meilleures performances, c'est certain, sur cette Ouais, saison. voilà, Ouais, c'est très certain. surtout contre l'adversaire, quoi. Je veux C'est- l'adversaire, clairement. C'est un peu facile et L'adversaire, je me mouille l'enjeu, vraiment pas en Ouais. disant ça parce que il fait quand même une sacrée perf si on oublie cette action de la 3e minute qui finalement lance son match parce que voilà même la tête de Varane à la 75e 80e par là ou pareil il nous la sort encore là, elle est extraordinaire. Je pense qu'ils ont pas bien le dormi, les Oblak, mecs de Manchester. Je pense qu'au-delà de l'élimination, je pense qu'ils ont bien cauchemardé d'Oblak, ouais, les Red Devils. Et ça arrive pas toujours à Le diable Cristiano, rouge ça, hein. était vert. Le vrai diable, il était pas rouge, il était vert. Hier. C'était Oblak. Et Cristiano a pas beaucoup cauchemardé sur Oblak. Hein. Normalement, c'était l'inverse. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il a pas tiré hier. Et non. Effectivement. Et alors du coup, donc voilà, bon sur Oblak, voilà, je pense qu'on a globalement tout dit. Moi, j'aurais bien aimé quand même revenir sur Derea, donc sur le jeu au pied, on en a parlé, on a dit que c'était un peu chaud et risqué. Et sur le but qu'il encaisse, moi, je trouve qu'il peut mieux faire. Voilà, à minima, je dis ça. Donc je peux vous remontrer l'image. Donc globalement, il y a une tête piquée de Lodi. Et en fait, derrière, je trouve que déjà dans son positionnement, dans son attitude, là, il n'est pas spécialement parti pour pouvoir intervenir proche de lui, quoi. Il a les jambes super écartées, tout ça. Et je pense qu'en fait, il s'attend à quelque chose d'autre. Et il s'attend clairement pas, alors certes, quelque chose qui est assez piégeux pour un gardien qui a une tête piquée comme ça vers le sol. Mais sauf que du coup, alors ce qu'on voit pas là, parce que c'est juste une photo, mais il esquisse un petit geste avec sa jambe droite. Et on sent que c'est tout ce qu'il y a, en fait. C'est tout ce qui reste de son Sa envie jambe d'intervenir. gauche, tu veux dire, non? Jambe Semble. droite, non, sa jambe droite. Ah, il peut plus bouger Et, la jambe gauche là. S'il bouge, il a plus d'adducteur. Hein. Non, c'est pour ça que vraiment c'est la jambe droite, je confirme. Et c'est un peu dommage parce que sincèrement, je pense qu'il peut tenter quelque chose. Je dis pas que c'est là, il aurait dû faire l'arrêt, tout ça, loin de moi. Mais là, sincèrement, il aurait pu esquisser au moins quelque chose. Et moi, je l'ai senti bloqué dans une anticipation d'un ballon et bloqué dans son idée de dire ah merde, je m'attendais pas à ça. Et du coup, le ballon il fait tac, tac et trop tard. Et sincèrement, le ballon rebondit pas très loin de lui. Et tu te dis qu'avec une petite poussée très rapide, en étant bien sur ses appuis, il y a peut-être moyen de la dévier de la main. Je sais pas. C'est mon avis. Ouais. Je sais pas ce que vous en D'accord pensez, avec toi. mais Moi, je trouve que les jambes positionnées comme ça aide pas à pousser.
C'est clair que là, quand tu as les jambes trop écartées, tu peux absolument pas mettre de puissance. Musculairement, t'as rien pour pousser. Donc c'est là où il fait une erreur. Après, c'est ça qui est compliqué dans le déplacement. Là, c'est une photo, donc c'est à cet instant T là, mais il y a tout le déplacement. Mais c'est pour ça qu'on parle de petits pas, de pas croiser, et pour éviter d'essayer de se retrouver dans cette situation où on a les deux jambes écartées comme ça, quoi. Voilà. Après, moi, je pense qu'il faut reprendre un peu l'action, un peu plus loin aussi, parce que vous avez Joao Félix qui est à 20 mètres, un peu décalé côté gauche, il tergiverse. Finalement, pim, il va. Voilà, merci pour cet angle, il est parfait. Super, Renaud. Voilà, finalement, il va servir Griezmann sur sa droite, donc plutôt en haut, et Griezmann va centrer donc au deuxième pour notre ami Lodi. Merci pour Lodi, merci, qui est complètement seul. Là, sur l'image, vous voyez qu'il a 2 mètres, 3 mètres, mais là, on est sur la fin. C'est-à-dire qu'au début, il a 5, 6, 7 mètres, enfin, il habite tout seul dans son jardin. Et donc, vous avez quand même le déplacement suite au centre de Griezmann. De Gea, il doit venir couvrir, il doit se déplacer. Et là, donc, il y a le mec qui est complètement seul. Et clairement, vu comment il est seul, il est à 5 mètres 50. On va rajouter 50 cm parce qu'il est un peu excentré. Donc, ça fait à 6 mètres. Donc, il est à bout portant. En plus, c'est une balle piquée. Et comme le ballon vient d'en haut, effectivement, on a vu sur l'autre image. Alors, j'ai un doute. Mais s'il est sur cette posture haute, ce qu'on a vu sur l'image précédente, quand il a les pieds dans le ciment, comme dit Buffon, même si je trouve ça, j'aime bien l'image, mais je trouve ça un peu sévère. À ce moment-là, enfin, il est crucifié. Il est crucifié. Le joueur peut absolument faire ce qu'il veut. Il peut lui mettre au premier, il peut lui mettre à gauche, à droite, en haut, en bas. Il est tellement pas perturbé, l'attaquant, par la défense, qu'il peut faire ce qu'il veut. Donc, De Gea est à sa merci. Et en fait, moi, j'ai clairement le sentiment qu'il pense que le ballon va être pris de la tête sur sa gauche. Et il y a un petit mouvement de main qui démarre, mais finalement, le ballon part premier. Et donc, il bloque et il fait merde, c'est mort. Voilà. Moi, j'ai le sentiment qu'en fait, il va dans une anticipation parce qu'il est crucifié de toute façon, d'une certaine façon. Et voilà, et il reste pas réellement. Il finit pas ce qu'il a commencé d'une certaine façon, mais voilà, pour moi, il reste pas non plus immobile, sans action. Mais pour moi, c'est archi compliqué. En plus, la tête, elle est piquée magnifiquement. Non, mais je suis d'accord avec toi. Effectivement, il y a d'abord une erreur défensive, évidemment. On l'a pas dit, mais c'est bien de le repréciser. Et effectivement, toutes les situations se valent. C'est juste que pour moi, il est pas dynamique dans son appui. Et alors que pourtant, il a très bien suivi entre le centre de Griezmann. Enfin, vraiment, il fait très bien, un très bon déplacement d'un poteau à l'autre et il pivote très bien. Donc en fait, je suis un peu déçu de terminer son action en étant les 2 appuis fixés dans le sol, les jambes écartées en mode en fait, si ça vient pas sur moi, c'est mort. En gros, c'est ça. C'est un peu ça, en fait, la situation. Parce que c'est ça, parce qu'il est complètement seul, notre ami de. Ouais, mais c'est défaitiste comme positionnement. Comme attitude, c'est défaitiste. Si tu veux, c'est là, il ne peut que réaliser un exploit, en fait. Il ne reste que l'exploit à réaliser. Ok, mais pour moi, il se met pas en situation de pouvoir intervenir d'une quelconque manière. Donc, du coup, il attend un truc en disant si ça vient vraiment proche de moi et que je peux faire un truc où j'ai juste à lancer ma main pour faire une claquette, c'est mort. Il sait qu'en gros, ça va être une connexion humain probablement ou un déclenchement du pied proche éventuellement. Mais même, je pense qu'il s'attend plutôt à une tête qui va plus. Je pense qu'il s'attend pas à une tête. Je pense pas qu'il s'attende à une tête piquée, pardon. En plus. Non, mais pour moi, il attends, je peux rajouter. Mais t'as ajusté sur une frappe sur une tête comme ça qui est à 6 mètres où le mec a tout le loisir de faire ce qu'il veut. Ça, pour moi, ça va trop vite. Il y a un truc aussi, il y a un truc important à noter aussi, c'est j'ai revu du coup l'action là à l'instant sur internet. Et en fait, ce qui est important de voir aussi, c'est que Lodi, quand il vient de son déplacement, il n'arrive pas en attaquant par derrière, du coup parallèle à la ligne des 6 mètres, je sais pas parallèle à cette ligne, du coup. Il vient de manière parabolique.
il vient de manière parabolique, et du coup, il rentre vers l'intérieur, et du coup, qu'est-ce qui est le plus facile entre, du coup, tu es dans ton déplacement et tu vas aller remettre ta tête de l'autre côté, du coup, pour essayer d'aller chercher, du coup, ce côté qui est beaucoup plus facile à aller chercher, ou une tête décroisée qui est assez dur à mettre parce que, du coup, ton corps est pas du tout dans la bonne dynamique pour décroiser une tête. Enfin, la tête qu'il met, elle est au ras du poteau, elle est piquée, elle est à bout portant, honnêtement. Vaut mieux couvrir les 3 autres quarts du but où il y a clairement moyen aussi qu'elle arrive que de se dire que oui, bah, je vais me jeter du premier côté, au premier poteau. Enfin, se jeter au premier poteau, tu délaces tout ton deuxième but, tout ton deuxième poteau. Ouais, Et En fait, je reprends juste ce que Youssef, parce que je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. C'est-à-dire que si on reprend plein de buts ou plein d'actions où il y a une tête, où on se retrouve dans la même situation avec un mec qui fait ce déplacement parabolique pour aller mettre un coup de tête à cet endroit-là, je suis persuadé que la très large majorité, c'est dans le contre-pied du gardien qui a suivi l'action. Parce que c'est là où, en plus, ça va être le plus compliqué pour le gardien. Totalement. Et donc, à une telle distance, pour moi, derrière, est obligé d'imaginer la suite. Et après, que je vous dise, la tête, elle est magnifique. Bon, bravo à lui, mais c'est moi, tu très vois, compliqué. Moi, je rejoins ce que dit FCB Buffon. Voilà, c'est juste que moi, il y a un derrière, il y a quelques années, je suis sûr qu'il aurait tenté un truc. Ça manque d'impact, ça manque d'agressivité. mais en c'est fait, tout. Enfin, je te dis, moi, je pense que ce qu'il tente, c'est l'autre côté. C'est l'autre côté, mais si tu veux, c'est un petit peu comme, admettons que le ballon, moi, il passe ici. Je commence ça, je vois qu'il passe, j'arrête. Je vais pas aller au bout de ma connerie et aller jusqu'au bout si le ballon il est déjà là. Donc, et on voit un petit quelque chose, j'ai le sentiment. Après, c'est peut-être moi. Ça me paraît peu, en fait, par rapport à ce qu'il aurait pu tenter. Mais même n'importe quoi, en fait, je m'en fous. Même un truc de handballeur à essayer de mettre de lancer sa jambe et son bras en même temps. Réfléchis par rapport au déplacement qu'il fait. Il pourra pas réaliser le geste derrière. C'est ça le truc. Il prend ses appuis et il se dit si elle est sur moi, je suis en position d'intervenir. Si elle est recroisée, j'ai un peu plus de temps parce que du coup elle va être plus longue en termes de trajectoire. Du coup, j'ai peut-être assez de poussée pour aller la sortir. Et en gros, si elle est si elle est croisée plutôt, pardon, si elle vient de là où elle vient, du coup, si elle repart de là où elle vient, et si elle est décroisée, honnêtement, à 5,50 m avec une tête piquée en plus. Et tu sais quoi? C'est un des gestes, franchement, le geste, en plus c'est Lodi, c'est un latéral, si je me trompe pas. Ouais, piston, il joue piston. Ils jouent piston. C'est pas non plus les joueurs qui ont les meilleurs jeux de tête non plus. Je veux dire, c'est des têtes. Lodi, tu la remets 3 fois, il la met pas tout le temps comme ça. Mais tu sais quoi, je vais même aller un peu plus loin. Je mettrais peut-être même une pièce sur le fait que Derrea, il se prépare, si je puis dire, il anticipe la possibilité de sortir une main opposée, main droite, de l'autre côté. Ouais, je vois ce que parce que vous voyez la petite tête qu'on fait, allez bim, et je la remets de l'autre côté pour mettre le gardien en galère et elle va lui passer au-dessus, il pourra pas aller la chercher, sauf s'il sort une main opposée de folie. Et ça, les mains opposées de folie, on sait que derrière, il aime bien les sortir. Mais voilà. Et donc voilà. Mais j'insiste vraiment. Mais après, je suis peut-être fou. Il y a peut-être moi qui ai vu ça. J'ai peut-être halluciné. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il se passe quelque chose et qu'il y a une volonté de faire quelque chose sur la gauche, mais donc il arrête puisque ça se passe à droite finalement. Donc pour moi, il n'est pas du tout en mode victime dessus, mais effectivement, justement, il baisse pas les bras d'entrée, mais bon, une fois que la balle elle est partie de l'autre côté, c'est fini. C'est un truc aussi qu'on reproche pas mal à Lopez, typiquement ces espèces de sauts de chat où parfois il les fait un peu en termes de fioriture et il s'est un peu épuré sur ça, mais il le faisait quand même il y a pas mal, il y a quelques saisons, où il faisait un peu sur ce genre d'action des espèces de sauts pour presque faire acte de je fais quelque chose. Moi, je préfère clairement garder mes appuis et me dire, écoute, je compte sur le fait que la tête sera pas parfaite, donc elle n'est pas mise premier poteau au ras du premier poteau comme là elle est faite. Et je me dis que dans ces cas-là, je me laisse la possibilité d'intervenir. Et je mets la pression sur l'attaquant pour aller me battre et non pas me jeter et me dire que n'importe quelle tête va pouvoir me battre, quoi. Est-ce que ce que tu dis, parce que je suis pas sûr de ce que tu dis, est-ce que c'est en fait, je suis prêt à intervenir s'il me la met là, mais je refuse de partir au pif n'importe comment et advienne que pourra. Et si le ballon passe par là, j'ai du bol. C'est ça.
Et dans ce cas-là, Je suis en fait, d'accord. je peux comprendre ce genre de choses quand c'est vraiment des trucs à bout portant, où le mec est clairement à bout portant et il n'y a aucune chance que, et en gros, en fait, moi j'accepte le fait qu'un gardien se jette un peu au hasard comme ça et fasse ce pari un peu de se jeter un peu n'importe comment, quand en fait, peu importe la manière où le joueur allumera, ça va rentrer. Par contre, là, en fait, ce qui se passe, c'est que si le joueur ne met pas sa tête parfaitement, la balle ne rentre pas si De Gea est prêt à intervenir au deuxième poteau. Et si le joueur la croise pas assez, ou la décroise pas assez, De Gea peut peut-être sortir son arrêt. Là, elle arrive parfaitement, avec un déplacement aussi qui est contre nature, en plus pour une tête décroisée. Moi, je dis juste, bravo, quoi. Et c'est Voilà. les huitièmes En de la plus, il y a Champions, l'option. ça va vite, ça va très vite. À pas oublier ça Il y a, aussi, il y ça va a, très vite. il y a l'option qui la mette la tête en retrait un petit peu. Parce que tu vois, Aussi. c'est Lodi, c'est un piston, et quand tu vois l'orientation de son Et sa corps posture, sur le ouais, c'est poteau totalement sa que posture, ouais. Merono, tu te dis, il peut la mettre deuxième poteau, il peut la mettre en retrait. Et c'est vrai que tu te dis pas trop, il peut la mettre premier poteau. Quand t'es Non, mais seul comme ça, que t'as autant de place et que s'il cherche Quand t'es pas à là- marquer, s'il cherche pas à marquer, Quand je t'es suis fou. latéral, tu sais, c'est pas, si t'es un Justement, neuf t'as tueur, jamais de ballon comme ça. Régale-toi. T'as 15 Ouais. mètres, même à l'entraînement, il n'y a pas autant de place pour la mettre. C'est Après, incroyable. si tu L'espace regardes, qu'il y a, en fait, il y a autre c'est une chose. dinguerie. Oui, il y a beaucoup d'espace, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que du coup, vu le déplacement en parabole, comme l'évoque Maël, en fait, il voit ses potes à l'entrée de la surface. Il voit ce joueur qui est totalement. Alors, j'imagine que c'est Joao Félix, du coup, qui est totalement libre de tout marquage là, à l'entrée de la surface. Ah non, il est entre à ça doit l'entrée de la être Félix, surface. ouais. C'est Joao Félix. Juste devant lui, il doit y avoir peut-être Llorente. Je sais pas. Honnêtement, j'arrive pas à reconnaître le joueur comme Au ça. point de péno, je vois pas, ouais. Ouais, juste un peu devant le point de péno. On voit un super marquage d'Arigo Maguire, hein, toujours un excellent défenseur. Ça c'était gratuit. Et du coup, il y a quand même aussi cette possibilité. Je comprends aussi ce côté où il y a beaucoup d'actions qui se passent dans la surface et tu sais que le joueur a aussi cette option-là parce qu'il l'a vu au vu de son déplacement. C'est impossible qu'il ait pas vu ses potes qui sont à l'entrée de surface. Et il se peut effectivement que il rate sa tête et du coup ils doivent intervenir. Ah, Il essaie de s'il mettre rate sa tête. Mais il va Ouais, pas mais intentionnellement, il n'est pas en train de se dire Ouais, j'ai je 25 comprends. km de place, je suis à 6 mètres du but, j'ai un ballon nickel sur ma tête, il y a Ah, il est en déplacement, je peux la lui mettre, il va pas dire non, je vais aller faire une passe, je vais la remettre dans l'axe, là où en Ouais, plus il y aura d'autres mecs de Manchester. Ça, non, non, non. Et J'entends, d'ailleurs, j'entends. Ederrea, clairement, ne doute pas une seule seconde Non, que c'est lui j'entends. qui va mettre sa tête et que il va aller au but. Et il est en mode je vais avoir un quart de demi-seconde à peine pour peut-être sortir un arrêt de fou. Ouais, Parce que la question, c'est ça aussi. Hein. S'il sort l'arrêt, est-ce qu'on lui construit une statue à Old Trafford? Moi, je pense que oui. Hein. Limite. oui, clairement. Donc, si on lui construit Surtout une avec celui statue. qu'il a sorti avant aussi. Donc si Ouais, tu lui ouais. construis si tu lui construis une statue à partir du moment où il fait l'arrêt, tu peux pas lui reprocher d'avoir pris le but. De Et base. du coup, en parlant de derrière, donc maintenant, Ouais, en maximisation, élargissant un petit peu le sujet, on avait une question intéressante qui évoquait du coup le futur potentiellement de Derrea et qui posait la question d'Henderson, pourquoi on le voit plus? Vous avez Ça, c'est un dommage que avis? Robin soit pas là, puisque c'est Robin qui aurait été le plus à même de voir comme ça. Robin, qui est la spécialiste du foot anglais, qui connaît chaque gardien de chaque club de Première Ligue et il connaît même bien le Championship. Le problème de Derrea, c'est qu'il y a eu l'époque où il a failli venir au Real et où il y a eu la fameuse histoire du fax. L'année suivante, ça a failli se refaire. Finalement, ça s'est pas fait. Et on sait tous à quel point le mercato des gardiens est compliqué, surtout quand on parle des grands clubs comme ça, parce que si tu vends ton gardien ou si tu le fais partir, il t'en faut un autre derrière. Donc, même en admettant que tu fais partir Derrea, tu mets Henderson, parce que tu vas pas prendre Derrea tu vas pas mettre Derrea numéro 2 toute une saison. Ça passera pas. Donc, dans ces cas-là, il faut que tu le fasses partir, mais qui va le prendre? Et puis surtout, Etc. Donc, c'est ça la tu vas question. faut créer est-ce une que valse ça de vaut gardien, le si coup je de puis le dire. faire partir, en fait, surtout au vu de la saison qu'il fait De Gea. Je veux dire, autant la saison dernière, ok, il y a une concurrence avec Henderson, il est pas incroyable, etc. Cette saison, De Gea, c'est sûrement un des meilleurs joueurs de Manchester United, si ce n'est le meilleur. Il est en contrat jusqu'à quand? Ouais, mais
le coup là qui peut valoir, c'est de entre guillemets tout péter et de dire je repars avec un gardien Henderson qui a je sais pas 23-24 ans quoi. Ouais. Est-ce que tu Euh, préfères est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que il a assez Bah, d'expérience? Il lui reste combien d'années de contrat Il y a que ça qui peut valoir le coup. Derrière, il lui reste quoi en année de contrat? Je Je regarde. vais chercher ça. Ah, moi aussi, je suis en ça. Jusqu'en 2023 avec un an en option, du coup. 2023 plus, donc ça fait 1 plus 1, il lui reste encore. Ouais. Bah, ça dépend qui a l'option, Pour mais, l'instant, à ce niveau de performance qu'il a actuellement, il part pas, c'est sûr. Je vais presque un peu 31 ans. abuser. Et Robin, pardonne-moi parce que je sais que t'aimes bien, mine de rien, les Red Devils, mais ouais, enfin, vu le niveau de performance de Derrea cette année, il fait partie des joueurs les plus performants du club. Donc logiquement, si tu veux essayer de reconstruire ton club, tu vas pas virer ceux sur lesquels tu peux peut-être t'appuyer pour essayer de faire quelque chose. Ouais, bonne question, Broken Knees. Est-ce qu'il aurait voulu rester s'il joue pas la LDC? Pour aller ouais, où il peut aller, Ouais, il peut aller où ailleurs, sachant qu'il a pas une énorme, enfin, j'ai pas l'impression qu'il a une si belle image que ça au niveau international et tout. Il a pas mal de casseroles, d'erreurs et de boulettes, notamment en sélection et même en club. Surtout en Est-ce que là, sélection. est-ce que là, il y a un club prétendant à la LDC qui C'est pourrait ça, c'est que sur un prétendant à la LDC, on va faire Le en rapido. Benfica qui est Au Bayern, en est-ce que le quart. Bayern Munich pourrait être intéressé par Derrea? Pas du Non. tout. Est-ce que Liverpool peut être intéressé par Derrea? Non. Franchement, à mon avis, je pense pas. Manchester City? Non, c'est bon, ils sont déjà armés. Le Real Madrid? Non, merci, c'est bon, c'est terminé. Derrea, de toute façon, il y a un traumatisme sur les transferts loupés de Derrea, donc maintenant c'est terminé. Et puis, il y a largement ce qu'il faut avec Thibaut Courtois, et on en est ravis. Le Barça, pourquoi pas. Le, Il cherche des solutions. le Barça qui est mais- en train de se... Ter Stegen, il voudrait Ter Stegen. peut-être que Ter Stegen voudrait changer d'air, peut-être. Ça c'est vraiment du conditionnel absolu. Hein. Si jamais Ter Stegen voulait changer d'air un petit peu, voilà. Mais tu vous l'avez décrit précédemment. Derrea, on sait que son jeu au pied, c'est pas sa plus grande qualité. On parle du Barça. Qui Barça de Xavi, surtout. Voilà, je voulais y aller par étapes en fait. On parle du Barça et en plus on parle du Barça de Xavi. Donc ça me paraît impossible. Ensuite, surtout faut voir autre chose aussi. Ensuite, si tu vas sur des équipes, là, actuellement aussi. Hein. Donc après sur d'autres équipes, il nous reste qui encore? Si tu vas même sur des équipes italiennes, à l'Inter, c'est bon, ils ont déjà prévu la suite. Au Milan AC, qui rejouera avec des champions l'année prochaine, ils ont déjà tout ce qu'il faut. La Juve. À la Juve. Ouais, la Juve, peut-être. Ah, c'est dommage que Thomas c'est pas là, il aurait rajouté une petite balle en plus là. Peut-être bien, tu vois, peut-être bien, mais même, enfin, tu vois, je suis pas, ouais, je sais pas. Est-ce que la Juve va pas préférer un gardien jeune italien? Parce que c'est ça, c'est que quel âge il a aussi, tu vois, donc c'est compliqué honnêtement. Je pense que il est pas non plus vieux, hein. 31 ans, c'est pas non plus une catastrophe. Hein. C'est pas non plus. Si lui est très vieux, ça veut dire que Buffon, qui est déjà éternel, est au-delà d'éternel. Ah bah il est en EHPAD. Hein. Imaginons que Paris lâche Keylor Navas. Tu préfères prendre Keylor Navas ou Derrea pour aller jouer à la Ligue des Champions si t'es un club? Non, mais Navas. Keylor Navas, mais 10 000 fois. Et Broken Knees, qui nous dit peut-être un retour à l'Atlético. J'y crois pas un brin. J'y crois pas un brin. Avec ce qu'a fait Oblak hier. Et non, mais il nous dit si Oblak finit mal la saison. Ah, c'est Oblak. Il y a quand même. Enfin, on parle d'un gardien qui est quand même là depuis longtemps à l'Atlético. Donc on n'est pas sur un mec qu'on va. C'est pas. Même si Oblak devait rater un peu sa fin de saison, on s'arrêterait pas forcément juste à ça. Non, Oblak est encore au chaud pour au moins un an. Non, mais surtout ce qui est étonnant avec Oblak, il est meilleur. Surtout ce qui est étonnant avec Oblak, c'est moi ça m'a choqué en fait quand j'ai fait les notes et parce que tu dirais pas en le regardant, mais il a que 29 ans. Hein. Oui, il est tout jeune. Hein. Il a le même âge que moi. Hein. Ouais, c'est un genou. Déjà. Et moi, quand je regarde sa tronche, à chaque fois, je me dis, ouais, bon, allez, 30, 34, 35, bientôt la fin. En fait, non, il est au pic. Techniquement, il est plus ou moins au pic de sa carrière. Je sais plus qui avait dit qu'un gardien, le pic de sa carrière, c'était vers ses 27, 28 ans, je crois.
Donc, Pour un gardien de but, on est sur ces années-là, entre 20, ouais, 20, voilà, tu vois. Donc, 27, en fait, ça veut 28. dire que il est encore sur son pic. Il est pas du tout sur la fin. Et si c'est quelqu'un qui tient le choc physiquement et mentalement, il peut potentiellement jouer encore 5 à 7 ans, quoi. Ouais, Au plus surtout haut niveau. il est cadre, enfin il est capitaine de l'Atlético aussi. Hein, c'est ça qu'il faut voir. L'Atlético de Simeone, c'est une dynastie. Et oui, effectivement. Et autre chose, par contre, que je voulais souligner aussi par rapport à De Gea, si De Gea accepte la saison dernière de partager son temps de jeu avec Dean Anderson et de pas quitter Manchester United, c'est qu'il est prêt à pas jouer à la LDC, hein, pour moi. Ouais, À si tu partir veux de dire là. s'il est prêt à faire Je ce pense qu'il sacrifice. est, ouais, il doit être aussi conscient. Il sait qu'il a raté le train aussi en équipe nationale. On va pas revenir 1000 fois dessus, mais bon, il a jamais réussi à avoir le niveau qu'il avait en club, en sélection nationale. Trop de pression, on va savoir, j'en sais rien. Je préfère même pas savoir au point où j'en suis. Mais ouais, donc. Après, Je vais pas dire qu'il est satisfait de sa situation parce que on sait que il l'a dit que c'était pas juste pour faire joli, que ça le gavait les résultats de Manchester et qu'il était temps de se réveiller un petit peu. Mais bon, c'est bien de le dire. Un jour, il faudra qu'il le fasse au pluriel. Hein. Quand je dis qu'il le fasse, c'est les joueurs de Manchester et Manchester United, le club en lui-même. Mais non, pareil, je le vois tout à fait capable d'aller jouer, si c'est pas Ligue des Champions, d'aller jouer l'Europa League. On a même l'Europa League conférence maintenant, donc. Mon avis, du moment qu'il joue en championnat, du moment qu'il joue l'Europe et Manchester, quoi qu'il arrive, ça reste un club mythique et de qualité. C'est suffisant pour lui pour être exposé. Il est bien. Puis il a regagné l'amour des supporters cette saison aussi. Donc il n'y a pas de. Non, à mon avis, il y a pas de. À mon avis, il n'y a pas vraiment de sujet sur un éventuel départ de Réa. Vraiment, je pense pas. Et puis quand tu es en première ligue, mine de rien, même si tu joues pas la Ligue des Champions, t'en joues quand même des gros matchs. C'est ça. Il y a des championnats où si tu joues pas la Ligue des Champions, tu te dis j'ai combien d'affiches dans la saison, combien d'énormes matchs. Je vais mettre une bastos au Paris Saint-Germain et pourtant je sais que je les aime bien aussi. Hein. Mais ouais, c'est sûr que tu joues en première ligue, tu joues, je pense à mon avis, plus de matchs de niveau de Ligue des Champions que le Paris Saint-Germain a dû jouer cette année. Ouais. Parce que le Paris Saint-Germain a joué 8 matchs de Ligue des Champions. Je pense qu'en première ligue, les 8 matchs, tu les as largement, même quand tu t'appelles Stoke City. Et c'est pas contre Bruges. Non. C'est réel. Bon. Bah en tout cas voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour sur les gardiens des huitièmes de cette semaine. Petit mot sur Onana quand même. Ouais, petit mot sur Onana, histoire de mettre la dernière balle. Et avant de mettre la dernière balle, un petit clin d'œil à Buffon parce que ça fait quand même 2 lives de suite qui nous dit, qui nous ressort le sosie de Bernardoni, un vieux jeune. Donc ouais, bonne définition. Mais oui, c'est vrai que le Benjamin Button du foot, ouais, c'est pas mal. J'aime bien. C'est bien défini, Broken Knees, c'est ça. Donc voilà. Bon, petit tour d'horizon du dernier match. On parle. Ouais, l'Ajax pourra s'en vouloir parce que le match aller c'est dominé, ça fait 2-2. Le match retour c'est dominé et ça fait plouf. Onana qui fait son premier match de Ligue des Champions de l'année, il me semble, parce que suspendu la première moitié pour dopage. Onana avant la CAN, il n'a rien fait à peu de choses près. Onana, il a joué la CAN cette année. Oui. Ouais, c'est ça. Il a recommencé en janvier, je crois qu'il avait une suspension de 6 mois. C'est pour ça. Et donc voilà son premier match parce que Pasveer et Stekelenburg sont blessés. Rien à se mettre sous la dent, pas de frappe cadrée jusqu'à un centre, une sortie et il sort derrière l'attaquant quoi. On le voit, l'image elle est très claire, il sort, il a les 2 points et sur la photo t'as les 2 points d'Onana et devant t'as la tête de l'attaquant avec qui lui a pris le ballon. Oui. Et voilà, ça fait 1-0, c'est le seul but du match, c'est le but de la qualif, c'est le seul tir cadré de Benfica qui a cadré dans un cadre vide. Oui. Alors que l'Ajax, au contraire, sur les 2 matchs, fait beaucoup d'arrêts, enfin beaucoup de frappes cadrées, et pousse beaucoup Vlaco Dimos du Benfica à la parade. Surtout le premier match, si je ne m'abuse, il fait vraiment pas mal d'arrêts. Et là, sur ce second match, il y a
Je crois qu'il y a une petite frappe qui dévie il fait une petite claquette et qui touche en corner. Alors je crois qu'il la touche parce qu'il y a corner qui est sifflé sur une belle frappe au-dessus de lui. Il a dévié un petit peu au-dessus. C'est un joli arrêt. À part ça, pas non plus énormément à se mettre sous la dent, mais effectivement, l'Ajax manque de réussite, quoi. Manque de réussite et d'efficacité, surtout. C'est clair. Et Benfica, clairement, joue le hold-up parfait. Et... c'est dommage pour Haller qui faisait ses petits 11 buts Cristiano Ronaldesque. Hein, malheureusement, le rêve s'arrête là, mais c'est sûr que c'est une belle équipe. Cette équipe d'Ajax, quand même, moi, j'aimerais quand même le noter avec un gardien qui a 37 ans, on passe vire, si je m'abuse, 36-37 ans, qui arrive, qui réalise quand même une belle première campagne de LDC, si je ne m'abuse, avec quelques petits arrêts assez sympas et un jeu au pied qui est pas dégueulasse. Ouais. 38 ans, voilà, c'est ça. Donc, après, l'Ajax, c'est l'Ajax. Hein. L'Ajax, ça, c'est une super école de football et de football, vraiment de football. C'est Kellenborg, il y en a 39. On fait simple, c'est Johan Cruyff, l'Ajax. Voilà. Kellenborg, si, c'est vrai que c'est un peu une maison de retraite niveau gardien. L'expérience. Mais après, le poste de gardien, on peut jouer plus tard, donc on en profite. Et effectivement, dans un club comme l'Ajax qui joue beaucoup aussi avec sa formation, etc., ça peut être intéressant d'avoir un gardien de très forte expérience. Ça peut être intéressant. Donc, ceci explique peut-être cela. Et dommage qu'on ne les voit pas au prochain tour parce que c'est une belle équipe et ça aurait pu nous donner des bons matchs. Mais ça montre aussi que le football portugais, mais derrière, chaque année, ils arrivent toujours à nous glisser quelqu'un dans le coin. Et on a beau rigoler et dire oui, la Liga NOS, elle est bien loin, etc. Bon, ils jouent pas beaucoup de matchs de Ligue des Champions dans l'année pendant leur championnat, c'est certain. Mais à l'arrivée en Ligue des Champions, on les voit, en Europe, on les voit. Il y a 4 championnats représentés en quart, dont le championnat portugais. C'est ça. Et est-ce qu'un Benfica-Porto, ça va pas mieux qu'un Paris-Marseille en termes de niveau moyen, ça. Même le Sporting, le Sporting. Le Sporting. Le Sporting Porto était très très bon match. Petite bagarre au final, mais. Je vais même pousser le vice là au niveau des équipes parce qu'on disait il y a 8 équipes dont une équipe portugaise, mais il y a 8 équipes dont 4 équipes de la péninsule ibérique. Ouais. Si je me trompe Après, pas. il y a très peu de liens entre le championnat portugais et le championnat espagnol. On a parlé sur de précédentes émissions du fait au niveau de la formation, par exemple, de choses comme ça, qu'en Espagne, au Portugal, et puis en France, c'est pas encore arrivé, des choses comme ça. Donc, il y a des similitudes, mais sur le championnat en lui-même, il n'y a pas grand-chose à voir. Non, mais c'est amusant de se dire que je pense que personnellement, c'est mon avis, ils ont un petit peu d'avance au niveau de la formation gardien, ou du moins ils ont un peu. Je pense qu'ils ont de l'avance à ce niveau-là. Après, c'est peut-être le hasard qui fait que ça se répercute à l'arrivée, parce que le Paris Saint-Germain n'a pas un gardien français, etc., ainsi de suite. Donc, à savoir. Ouais, les non plus. En plus, ils ont gardé un portugais. Je voulais juste vous mettre une image, et ça va résumer tout aussi pour nos viewers. Et là, c'est le drame. C'est le drame, malheureusement. Aïe. Ah ouais, là, ça fait le mal, mauvais choix. Ah ouais, là, c'est louped, hein, comme on dit. Hein. Il la touche pas. Hein. Pas une fois. Pas il est bien loin, même. Il est bien devancé. Il n'y a vraiment aucune. Voilà. Bon. On prévient le chat. C'est pas le gars qui faisait des déclarations quand il disait qu'il devait être, je sais pas quoi, le meilleur gardien, j'en sais rien. Je me souviens qu'il y a une époque. Quand tu joues pas pendant 6 mois, etc., même s'il a joué la CAN, mais pendant la CAN, il n'a pas non plus eu le temps d'avoir 850 000 trucs à faire, et puis c'était pas forcément les mêmes matchs que Ligue des Champions, et c'était clairement pas les mêmes pelouses. Tu peux faire des petites approximations, des petites erreurs, mais parfois c'était pas extrêmement des pelouses chères, comme celle-là. C'était pas vraiment des pelouses à la CAN, c'était plus des prés, digne d'un district 4 toulousain. Qui est labouré au rugby, quoi, vraiment. Mais ouais. On a l'impression que tu parles avec beaucoup d'expérience du sujet. les bons terrains de foot mi-rugby, ouais, effectivement. Ouais. Disons que j'en ai vu passer quelques-uns. Et complètement d'accord avec Buffon, qui nous dit que les résultats sont cohérents avec la qualité des top gardiens européens. Donc oui, notre poste fait la diff, c'est pas nouveau.
Ouais. Mais Ah, nous, on ouais, est là, bien au c'est courant. confirmé. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour que tout le monde le sache, parce que c'est quand même dingue que les gens s'en rendent pas compte. C'est toujours les mêmes gardiens qui sont là, et bizarrement, on n'en parle jamais et on préfère parler de d'autres postes. Surtout avec les Voilà. résultats, hein. Tu verras que demain sur Villarreal-Juve, on va peut-être pas beaucoup parler de Rouli sur la victoire parce que la victoire elle est 3-0, donc on va dire Ouais, la Juve s'est éclaté. Exactement. Au final, il y a 0-0 à la 75e et s'il y a 0-0 à la 75e et à la Ouais, c'est mi-temps, parce c'est que parce qu'il Rouli y a tient Rouli. match. C'est ça. Et comme ouais. on parlait de Roland, je citais Roland Courbis tout à l'heure pour rigoler, et ben on peut reparler de Roland Courbis qui m'a souvent dit il y a des matchs comme ça, tu peux en parler pendant 2 heures alors qu'il suffirait juste de changer les deux gardiens et t'en as pour 30 secondes de torcher ton match. Voilà. C'est sûr. Et bah du Et, coup, on va pardon, en... moi, Ouais, je vas-y. voulais juste rajouter un petit truc sur j'y arrive. Tu vois, en polonais, La c'est Codimos. Vlachodimos, merci, je galère à chaque fois. Qui fait une belle campagne aussi de le laisser. On se souvient surtout de gros matchs contre le Bayern en poule, où il fait vraiment énormément d'arrêts, des belles performances qui permettent aussi au Benfica de pas crouler, etc. Qui est un bon gars, enfin qui est un gardien qui est intéressant, peut-être pas les plus conventionnels, etc., mais qui est quand même intéressant. Ce que 27 ans. je voulais lancer le débat. Mérite-t-il un meilleur club européen Ouais, il faut voir sur la Toujours longueur. la même chose. Le Benfica a pas une énorme, fait pas une énorme saison. Il s'est jamais imposé à Stuttgart. Ça peut être, enfin, c'est Pour déjà aller où bien d'être passé c'est déjà bien d'être passé du Pana au Benfica. Oui. C'est un premier step vers ça. les championnats européens et les coupes européennes. Ça. Benfica, théoriquement, tu vas jouer le haut de tableau du championnat. Bon, cette année, c'est un peu raté. Tu vas jouer l'Europe et tu vas pas jouer la Ligue Europa Conférence. Bon, peut-être si l'année prochaine, mais tu vas plutôt jouer la Ligue des Champions. Donc, tu vas pouvoir aussi te montrer. Donc voilà, maintenant, dans les plus grands clubs européens, on revient au sujet qu'on disait 27 sur ans, c'est Derea. peut-être un peu tard, hein, maintenant. Tout ça, c'est Ouais. vissé. Donc, c'est déjà, je pense que déjà, s'il prend son pied à Benfica, c'est une très bonne chose. Et s'il est performant avec Benfica, tant mieux pour lui, tant mieux pour Benfica. Bon, et ben en tout cas, nous, on a hâte de voir ça pendant les quarts de finale. Évidemment, on sera présent pour vous débriefer les quarts de finale. En tout cas, on sera déjà présent lundi pour vous faire le débrief du week-end de championnat. Comme vous le savez, tous les lundis, le débrief du lundi sur tous les gardiens. Alors, on fait essentiellement la Ligue 1, mais on fera aussi un petit tour des grands champions européens s'il y a quelque chose qui sort du lot. Un joli classique. Petit Real Barça. Hein, ouais, c'est ça. Voilà, effectivement, un match, somme toute, comme les autres. Donc voilà. Entre le leader et le troisième à plus de 15 points, c'est ça? Oui, voilà. on va pouvoir réévoquer notre ami Thibaut Courtois et voir si éventuellement le Real Madrid a besoin de chercher un gardien. Donc à cette occasion, si vous voulez suivre ce débrief des gardiens, n'hésitez pas du coup à suivre cette chaîne Twitch. Comme ça, vous aurez les notifications, vous saurez quand est-ce qu'on fait nos émissions, ça. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent en bas de l'écran, Facebook, Twitter, YouTube. On est même aussi sur Instagram. On est un petit peu moins actif, mais néanmoins. On est aussi sur LinkedIn, mon ami. C'est vrai qu'on est aussi sur LinkedIn pour les plus professionnels d'entre vous. Il n'y a pas de souci. Vous cherchez des stages à m'opposer, bien sûr. Ouais, voilà. D'ici peu de temps, on sera sur TikTok. Non, je déconne, on va pas faire ça tout de suite, mais voilà. Vous pouvez nous retrouver partout et on débriefera tous les gardiens. Et n'hésitez pas à venir si vous avez vu quelque chose, si vous voulez qu'on discute de quelque chose. Ce sera avec grand plaisir. Du coup, je remercie tous ceux qui ont été sur ce live et qui nous ont accompagnés, qui ont participé. C'était super plaisant. Et je vous remercie tous ceux qui ont participé à l'émission. Donc Youssef, Maël et Benoît, c'était très très plaisant. Maintenant, comme on dit... De toute façon, voilà, toujours un plaisir d'être là, toujours un plaisir de débriefer avec les auditeurs. Continuez comme ça à être là. Parlez-en avec vous. Parlez-en demain à la machine à café. Quand vous débrieferez les matchs, expliquez-leur qu'ils ont toujours pas compris ce qui s'était passé et qu'il faut qu'ils aillent regarder main opposée, radio main opposée, pour mieux comprendre côté gardien ce qui s'est passé. Et voilà. Et ben écoute Renaud, puisque je suis lancé, je vais terminer.
et souhaiter à tous nos éditeurs et à vous trois d'aller la chercher. Main opposée. Salut à tous. Ciao les gars. Allez.